Bienvenue dans les podcasts Nash, la French Carp, pour un nouvel épisode en compagnie de Léon. Je suis toujours accompagné de Jocelyn Dupré. Fidèle au poste. Et ouais, je suis impatient de rentrer dans le vif du sujet et puis de discuter de ce sujet qui, je pense, va passionner tout le monde. C'est ça. Ah oui, je suis chaud là. Je pense que c'est un sujet qui te plaît. Parler justement de son expérience au specimen hunting et aussi des appâts, et pourquoi pas un peu des montages et tout ce qui va avec le specimen hunting. Il y a de là qui est capable de produire plusieurs 30 kilos. Quoi. Ce qui nous va intéresser vraiment sur cet épisode, c'est bienvenue dans les podcasts Nash, la French Carp, pour un nouvel épisode en compagnie de Léon. On est toujours au domaine de Bouxier et voilà, on est autour de cette table. Je suis toujours accompagné de Jocelyn Dupré. Fidèle au poste. Comment tu vas? Très très bien. Toujours aussi bien. Et ouais. Et puis impatient d'aborder ce sujet sur le specimen hunting, parce que c'est vrai que c'est un mot, c'est une phrase ou un mot-clé qui est beaucoup utilisé et qui, au fil des années, a, semble-t-il, un peu changé au niveau de sa définition. Qui a remixé peut-être des fois. Qui était un peu remixé par le temps, en fait. Et ouais, je suis impatient de rentrer dans le vif du sujet et puis de discuter de ce sujet qui, je pense, va passionner tout le monde. C'est ça. Et en combinaison, on a aussi parlé un peu des appâts. Et puis on a l'invité idéal, Léon, qui est toujours avec nous et qui va nous parler justement de son expérience sur le specimen hunting et aussi des appâts et pourquoi pas un peu des montages et tout ce qui va avec le specimen hunting. Ouais, ok. Bon, toujours content d'être avec nous. Ah oui, je suis chaud là. Je pense que c'est un sujet qui te plaît. Ouais. C'est un sujet qui te touche, qui te plaît. Nous aussi, moi c'est un truc que j'aime bien. Ouais, moi c'est un sujet, c'est un sujet qui, je pense, nous a un peu tous les pêcheurs de carpe à un moment donné sont confrontés un peu à ça. C'est que pêcher la carpe, c'est aussi le plaisir, c'est aussi de prendre des beaux poissons. Des beaux poissons. Parce que finalement, le specimen hunting, certes, c'est gros poissons, mais c'est peut-être pas tout le temps que des énormes poissons records dans le specimen hunting. Parce que quand on traduit le spécimen... Je pense que chacun pourrait... je sais pas toi ta définition, mais chacun, je pense. On pourrait déjà peut-être commencer l'émission avec un tour de table en disant chacun sa définition du specimen hunting. On va commencer par Léon. Quelle est ta définition personnelle du specimen hunting? En fait, plutôt que de... Non, je n'ai pas de définition personnelle. Par contre, je peux expliquer en quelques phrases de quelle façon la définition du terme specimen hunter a évolué à travers les décennies. Donc, je crois que le premier qui a utilisé ce terme-là, specimen hunting, dans l'univers carpe, c'est Roger Simpson, en parlant de son ami Richie McDonald. Il faut savoir, à cette époque-là, on parle des années 80, là, tu avais des pêcheurs comme Richie McDonald, Pete Springate, et après il y a Dave Lane aussi, qui pêchaient des plans d'eau en Angleterre connus très très difficiles. Des plans d'eau comme Yateley Car Park Lake, le Giovanni Valley, Raspberry, où il y avait des carpes comme Heater the Leather, tu avais Basil, tu avais Mary. Et ces gens-là allaient pêcher ces lacs-là pour prendre le plus gros poisson. Et puis, grâce à leur expérience, leur clairvoyance, leur détermination, ils ont fini par prendre le plus gros poisson du plan d'eau. Et ensuite, ils ont fait cette même exploit sur plusieurs autres plans d'eau. Et là, on parlait donc des specimen hunters, quoi. Donc, les gens qui allaient traquer le plus gros poisson d'un plan d'eau. Donc ensuite ça a évolué parce qu'après la pêche a gagné en popularité sur le continent, et notamment en France. Et puis là on arrive dans les années 90, puis là le specimen hunting pour nous en France, c'était vraiment aller traquer les plus gros poissons de quelques très grands lacs, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, à cette époque-là, dans les gravières, dans les autres plans d'eau, il n'y en avait pas encore des très grosses carpes. Il n'y avait que quelques grands lacs en France où il y avait des poissons. Les gros poissons étaient dans certains grands lacs médiatiques. Voilà, à l'époque, c'était pas hyper médiatique. Tu avais une poignée de lacs qui étaient capables de produire plusieurs 30 kilos, quoi. Et le specimen hunting, c'était de la pêche extrême sur des lacs énormes, souvent dans des conditions extrêmes, en se donnant les moyens. Et puis c'est la traque des très gros poissons, des quelques grands lacs en France où il y en avait. Ensuite, ça, c'est vrai que c'est... Pour moi, c'est ça le specimen hunting. C'est ta définition. Pour moi, à l'époque.
parce qu'aujourd'hui, je n'y donnerais pas la même définition. Oui. Parce qu'il y a définition, je rejoins Léon quand il dit Ça le évolue. specimen hunting, c'est quelque chose c'est une définition qui a évolué. Bah oui, on est dans une langue vivante, hein. Notre langue, bien elle est sûr. vivante comme toutes les langues. Et le specimen hunting, c'était ça. Quand on parlait de specimen hunter, c'était des chasseurs de grands poissons, mais dans des endroits challengeants, dans des endroits Ouais. difficiles. Et faire des poissons à Orient, faire des poissons au Der, faire des poissons dans des grands lacs, Ah, comme c'est à Cassien, l'époque, etc. Ça relevait du challenge en fait. Ouais. Parce que tout le monde n'allait pas en grand lac, tout le monde n'était pas équipé pour aller en grand lac, tout le monde n'avait pas forcément le mental. le mental, les compétences, entre guillemets, pour aller vraiment chasser ces grands poissons Ouais. en fait. Mm. Mais ça, c'est vraiment une définition qui appartient au monde des années 90, je pense, 90-2000. Ouais. Et c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment l'époque magique parce que tout Ouais. restait à découvrir. Ouais. Et on tombait sur des très gros poissons complètement Ouais. inconnus, quoi. Hein, donc c'était magnifique. Ensuite, on arrive dans les années 2000 où il y avait quand même les cheptels commençaient à évoluer Ouais. et il était possible de faire pas mal de poissons entre 20 et 25 kilos, parfois un peu plus, dans plein d'autres plans d'eau. Ouais. Et les gens qui allaient spécifiquement cibler les poissons de plus de 20 kilos, on appelait ça des specimen hunters déjà. Hein. Ouais. Et puis après, ensuite, entre 2010 et maintenant, ça a encore évolué parce qu'il y a des carpes énormes un peu partout, surtout ouais. dans beaucoup de privés, bien sûr, mais même dans quelques Gravières. plans d'eau publics, et Ouais. surtout les gravières, Les qui gravières. sont très prolifiques, Très prolifique où, pour les grosses où on pièces. peut aujourd'hui, si on veut, aller cibler des poissons de plus de 30 kilos, quoi. Hein. Donc on appelle ça aussi du specimen hunting. Mais bon, si tu compares les deux contextes, années 90 avec les années 2020 maintenant, aujourd'hui il y a des centaines d'endroits en France où on peut pratiquer du specimen hunting et où on peut espérer un poisson exceptionnel de plus de 30 kilos. Alors que dans les années 90, tu avais peut-être 3, 4, 5 plans d'eau comme ça, seulement. Donc maintenant, le terme est toujours associé à des gros poissons. Mais il ne faut pas oublier que si tu t'imagines un étang de quelques hectares où il y a plein de carpes entre 5 et 10 kilos, et il y a 3 carpes qui tournent autour de 14-15, bah, le mec il va pêcher là-dedans et qui va se donner du mal pour choper les 2-3 poissons de 14-15 kilos. Pour moi, c'est un specimen hunter aussi, Ouais, tu c'est vois. c'est Alors que difficile. dans un autre plan d'eau très prolifique où il y a plein de 20 plus et même des 30 plus, on va appeler un 15 kg un ragnole, quoi. Ouais. Et C'est bon, tu vois, tout est relatif. Mais à partir du moment où tu cibles des poissons qui sortent du lot, on peut parler d'un type de specimen hunting, quoi. Ouais. Et ça En peut fait, être un poisson de 15 kg, ça peut être un carpe koi, ça peut être Ouais, bien sûr. quelque chose Un qui poisson sort du lot, quoi. Qui change de l'eau, ouais. Ouais. Mais est-ce que finalement, avec cette évolution entre guillemets, de cette définition du specimen hunting, est-ce que finalement, elle n'a pas perdu un peu de sa magie Bah, totalement. Parce pour moi. qu'aujourd'hui, tout le chasser monde, des gros poissons, ouais, mais avant tout- c'était des gens ouais. méritants. Enfin, l'idée qu'on se faisait des specimen hunters, c'était des gens presque méritants. C'était presque intouchable en fait. C'était des warriors, les Ouais. pêcheurs Ouais, qui faisaient ouais, du ouais. specimen hunting. C'était des gens méritants, c'est des gens qui se donnaient du mal. C'est ça. Aujourd'hui, tu peux collectionner des très gros poissons en allant dans le privé et gravières. Tu fais, Ouais. dans ton année, si tu fais que des privés avec des grosses et des gravières, Mm. où il y a des gros poissons, bah, il y a de grandes chances en fait qu'à la fin de ta saison, tu aies fait un tas de gros poissons, Oui. bien davantage qu'un mec qui passerait tout son temps en lac où on sait que la pêche est plus difficile. Oui, Du coup, est-ce que le specimen hunter ou le specimen hunting, est-ce que ça aujourd'hui ça a la même résonance? Est-ce que c'est non. finalement est-ce que c'est aussi méritant? Est-ce que c'est aussi gratifiant de se désigner specimen Non, parce hunter? qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'appeler specimen hunter, quoi, Ouais. parce qu'il y a des gros poissons partout. Mhm. Et c'est devenu beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Sauf dans les cas, ça existe encore des lacs qui sont très compliqués, avec des tout petits cheptels, avec que quelques très gros poissons. Ouais. Et là, on peut encore parler du véritable specimen hunting. Ouais. Enfin, c'est mon point de vue. Du coup, il y aurait presque, pour retrouver cette idée de specimen hunting, il faudrait presque associer ça à du pioneering. Si on Ouais. voudrait retrouver cet esprit, le vrai de départ de specimen hunting, il faudrait Ouais. repartir dans du pioneering, donc c'est-à-dire dans Oui, soit du pioneering, soit sur un plan d'eau où on sait qu'il n'y a que quelques sujets et que le plan d'eau en soi est très compliqué, Ouais. quoi. Mm. Là, ça devient une tâche très dure, hein, à accomplir. Et là, il faut se donner tous les moyens, il faut avoir de la détermination, il faut avoir de la force mentale, et puis il faut réfléchir surtout, être plus malin que les autres, essayer de s'appliquer à fond à tous les niveaux Ouais, bien sûr. pour atteindre son but. Mhm. Voilà. Et du coup, pour toi, est-ce que ça a représenté... qu'est-ce que ça représente pour toi, le specimen hunting, personnellement?
comment tu l'as vécu et est-ce que c'était quelque chose que tu as cherché à une époque ou Ouais, clairement. Dans les années 90, je me suis donné du mal à capturer quelques très gros poissons à quelques endroits. Même pour moi, ça a évolué. Aujourd'hui, je peux dire, je ne me considère pas comme un specimen hunter, mais je pratique une pêche où je cible quand même toujours la couche supérieure en termes d'une population, tu vois. Et donc ma pêche dans les plans d'eau où je pêche moi, il n'y a pratiquement pas de 30 kilos, mais j'essaye d'adapter mon approche pour bien cibler des poissons de plus de 20 kilos, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça du specimen hunting? Pas vraiment. Ça n'a plus le même saveur qu'il y a 20 ans en arrière, quoi. Mais ça reste une pêche très intéressante. Je cible quand même des gros poissons, quoi. Et ça on va en parler après plus tard. C'est comment tu cibles les gros poissons. Ça sera, vous allez voir que tout à l'heure, on reviendra plus précisément sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut cibler les gros poissons avec son approche de pêche. Oui, exactement. C'est ça qui va être super intéressant. Parce que là, c'est une introduction en fait de ce qui va arriver à la partie technique après, qui va être plutôt cool. Bon, je vais être un peu provocateur, mais j'aime bien ça. Est-ce que le specimen hunting, il existe encore selon toi? Ou est-ce qu'il existe dans le monde privé, dans les eaux privées? Est-ce que quelqu'un, selon toi, pourrait être crédible en se disant « je suis un specimen hunter dans le domaine privé » ? Bah si, il va dans des privés où il y a une densité très forte de gros poissons, non? S'il va sur un privé qui est quand même grande et très dur, où il n'y a que quelques très gros sujets et qu'il y retourne régulièrement en tentant de prendre ces carpes-là, oui, on peut appeler ça une forme de specimen hunting, mais dans la plupart des privés, la gestion est optimale. Et il y a des grosses populations de grosses carpes, quoi. Donc, et je vais pousser encore un peu la provocation. Si je te dis, le gars, il dit qu'il est specimen hunter, et il te dit, moi, je vais sur EuroAqua. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Bah, c'est un rigolo. Enfin, pour moi, hein. Non, mais... Attends, je ne juge pas. Parce que je peux comprendre. C'est personnel. Non, attention. Après, tu peux comprendre la passion de la personne. Non, mais il ne faut pas qu'il s'appelle un specimen hunter parce que il se ridiculise un peu comme ça. Moi, je peux parfaitement comprendre le mec qui ça le fait kiffer de prendre un jour dans sa vie une carpe de 35, 40 ou 45 kilos. Il veut vivre cette expérience une fois. Sûr. Il va là-bas, il se paye le délire. Ouais. C'est tout à fait légitime. Ouais. Et puis, c'est dans les moyens. S'il réussit, bravo. Il a kiffé le truc. Très bien. Je vois pas où est le problème. Par contre, EuroAqua, pour moi, c'est Disneyland, quoi. C'est le parc d'attractions. Oui, c'est plus un zoo. Tu sais, le parc où tu mets les baleines et tout ça. Là. Ouais, c'est... Comment ça s'appelle à Antibes, là, je sais plus comment ça s'appelle, où tu rassembles tous... Enfin, c'est du cirque, quoi. Ouais, tu as 11 hectares avec, je crois, plus de 800 poissons, plus de 20. Avec, il parle de 200 poissons. Il parle de 200 poissons, plus de 30, ça, je sais pas. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est pas de tout naturel, quoi. C'est complètement artificiel. Alors, eux, ils disent que les poissons, ils grandissent naturellement, là-bas. Non, parce que je pense pas que c'est l'énorme quantité d'amorce qui est déversée tous les jours. Qui favorise le grossissement. Ah, bien sûr. Et puis bon, bien sûr que c'est la bonne souche. Aussi, ils ont une souche de carpes exceptionnelle. Mais bon, c'est des carpes obèses qui sont engraissées, quoi, artificiellement. Ouais, bien sûr. Et je pense pas qu'il y ait que la contribution des pêcheurs. Il doit y avoir aussi le nourrissement. Écoute, le nourrissage plutôt. Des poissons. Honnêtement, je connais pas du tout comment ça se passe. Le seul truc que j'ai entendu via entre guillemets les réseaux sociaux et le on-dit, c'est que eux ils disent là-bas qu'ils ne nourrissent pas les poissons. D'accord. Ils disent qu'ils ne nourrissent pas les poissons. Après, c'est vrai, c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai qu'ils ont des poissons qui atteignent ils ont des poissons qui atteignent des tailles, je crois qu'on est à 50 kg. 53 kg. On est à 53 kg. Voilà, on est dans des poids qu'on connaît pas dans d'autres environnements. Non, on les voit pas ailleurs. Ouais. C'est des poissons qu'on voit pas ailleurs. La souche a beau être exceptionnelle, il y a aussi des souches partout en France qui sont exceptionnelles, on n'a jamais vu ça encore. Quoi. Non. Alors peut-être ça viendra, mais... naturellement, je pense pas que ça existe. Non. Parce que regarde, même Oder, là où il y a les plus grosses carpes, elles n'ont pas grandi naturellement. Même Oder, la contribution des appâts des pêcheurs est extrêmement importante. Mais bien sûr, qui sont distribués là-dedans. Plus de 40 postes répartis sur tant de jours de l'année. Enfin, on parle, je sais pas, il y a au moins une trentaine de semaines de pêcher, plus d'une quarantaine de postes. Chaque pêcheur est capable d'emporter entre 50 et 80 kg d'appât sans problème pour sa semaine. Imagine, fais le calcul, on parle de tonnes d'appât chaque année qui sont déversées. Et évidemment, le Der est extrêmement riche en nourriture naturelle. Chacun qui a l'occasion d'y pêcher le voit, tant avec les escargots d'eau, les écrevisses,
l'abondance des herbiers, les gamarres, s'en est pété en fait. Il y en a vraiment partout. Mais bon, la contribution de l'amorçage des pêcheurs, il est évident, sans quoi on ne parlerait pas de big girl à 40+, ou il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs de poissons à 40+, quoi. C'est bien l'amorçage des je pêcheurs. Je pense quand même qu'ils ont une souche de carpe exceptionnelle. Ah oui, exceptionnelle. Ouais. Mais clairement, il y a le nourrissage extrême qui contribue, quoi. Je pense aussi que l'eau doit être de bonne qualité. J'ai entendu dire que donc l'eau est alimentée, je crois, par un ruisseau et est tout le temps renouvelée. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Mais c'est quand même une anomalie, quoi. D'avoir un cheptel comme ça sur 11 hectares, c'est quelque chose de complètement artificiel. Bien sûr. Ah non, c'est sûr. Donc le specimen hunting, pour toi, dans des eaux comme ça, c'est pas là où il trouve une réelle définition, quoi. On peut pas. Moi, je pense pas que le terme specimen hunter soit adapté. Soit adapté, voilà. Du coup, est-ce qu'au DER on peut appeler ça du specimen hunting maintenant? Je vais être piquant du coup. Bah t'as raison de l'être. S'il y a un mec il se dit specimen hunter sur le DER. Parce que finalement... c'est quand même un très grand lac. Les mecs, ils retournent régulièrement dans l'espoir de toucher une poisson de 35 ou 40 kilos et qui réussit à en faire une ou deux ou trois. À un moment donné, c'est quand même pour moi encore un specimen hunter parce que c'est une très grande étendue d'eau, quoi. Donc, et puis le cheptel est juste gigantesque. Donc t'associes, je te suis dans ton raisonnement, donc t'associes quand même la notion de specimen hunter pas mal à la notion d'effort. Parce que là, tu dis le DR, parce que finalement, qui est un peu privé, t'es posté sur un poste que tu réserves un an avant. Enfin, il y a plein de choses qui sont assez loin de la quête, de la chasse, parce que Specimen Hunter, c'est-à-dire chasseur de spécimens, on est assez loin de la chasse, parce qu'on finalement, on est posté sur un poste qu'on a réservé un an avant. Faut que les gens le sachent quand même, ça. Tous les mois de juillet, on réserve un poste. T'envoies un mail, enfin, c'est vrai qu'on est loin de la quête des grands espaces où on a cette mobilité, où on va là, où vous avez connu à l'époque. Ah mais clairement, enfin, on est très très loin, on est à des années-lumière. En fait, on peut dire que le DER c'est encore une catégorie à part, quoi. Entre deux, quoi, on va dire. Tu vois. Mais bon, pour moi, ça reste quand même de la vraie pêche. Oui. Avec le contrainte de devoir rester sur le même poste, quoi. Et ça, j'aime pas. Mais c'est pour ça que je vais pas là. En vérité, si on abordait la pêche comme toi, tu pourrais presque le faire parce que finalement, si tu pêches que 2 jours, tu peux aller où tu veux. Enfin, pas où tu veux, pas sur les poches de nuit. Tu pourrais. Il y a encore des postes de jour là-bas. Ouais, mais bon. À pas mal d'endroits. Ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Ouais, j'ai pas envie de faire beaucoup d'efforts sur le plan physique. Non, j'ai envie de m'éviter toutes ces contraintes-là. J'ai envie de prendre un maximum de plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a des... du coup, on a associé plus ou moins les eaux. Les eaux, on a un petit peu parlé, mais selon toi, on peut aller plus loin dans la question. Ouais, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que pour les gros poissons, si on prend ce volet de la définition du specimen hunting, les gros poissons, on les capture plutôt aujourd'hui en France, contrairement aux années 90. Alors les années 90, on le répète, c'était plutôt dans les grands lacs où on trouvait les grandes carpes. Et Bulldozer, la capture que tu as fait en 93 à Orient, c'est la démonstration du specimen hunting dans ces années-là. Par contre, aujourd'hui, du temps s'est écoulé. On est plutôt... Les gros poissons, on va plutôt les retrouver dans des gravières. Et aussi parce qu'elles sont souvent très riches en nourriture naturelle. L'eau y est très claire, le développement des herbiers y est abondant et la nourriture, d'une manière générale, y est souvent très riche. Les carpes aussi, on est souvent sur des cheptels générationnels et pas du tout pyramidal. Du coup, il y a peu de carpes, peu de reproduction, peu d'individus égale des poissons qui ont tendance à grossir. Donc, on a bien conscience de tout ça. Et on sait que les gros poissons, on va aussi les retrouver dans le domaine privé. Mais pour toi, en fait, pour aller plus loin dans la question, c'est quoi les conditions qu'une eau doit réunir pour... C'est bien. T'as vu un peu? Quelles sont les conditions qu'une eau doit réunir pour vraiment produire un gros poisson? Et c'est un peu aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent que je m'adresse. Peut-être que chacun d'entre eux est en train de se dire comment je peux savoir, à quel moment je sais quels sont les indices qui vont me faire dire cette eau, il peut y avoir des gros poissons. Parce que par exemple, ils n'auraient pas eu d'infos. Ils ont besoin de... D'après toi, c'est quoi déjà, si tu n'as pas d'infos sur un plan d'eau, tu ne peux pas le savoir, déjà. Donc, les deux choses les plus importantes, c'est qu'il faut que le plan d'eau soit très riche en nourriture naturelle, de sources très variées.
parce que des sources de nourriture très monotones, c'est pas forcément bon. Ouais. Donc il y a une grande variation en nourriture naturelle. Et il faut que ce soit des souches de carpe royale à haut potentiel. Ouais. Quoi. Et après, si on pousse plus loin, il faut de l'amorce, des bouillettes, des Ouais. pellets, des graines, tout ça, ça va aider beaucoup. Ouais. Bien sûr, je te reprends sur la génétique. Donc tu dis des carpes royales. Donc la génétique très importante pour produire des gros poissons. Et je reprends le cas de la nourriture naturelle. Tu parles d'une polyvalence de la nourriture naturelle. Ouais. Donc là, tu es en train de nous dire finalement, il faut un peu d'escargot d'eau, il faut aussi des écrevisses, il faut des vers de base, il faut des gamarres. Si tu devais nous donner un indice d'une de ces sources de nourriture naturelle qui est la plus prolifique pour la carpe, laquelle c'est? Pour moi, c'est les gamarres. Bah oui. C'est ce que j'attendais comme réponse. Et du coup, dis-nous-en davantage sur les gamarres. En fait, les gamarres, c'est une source de nourriture de petite taille, qui est facile à écraser par les dents pharyngées. Donc, c'est bien broyé et donc c'est bien digeste. C'est quand même relativement riche en protéines. Et puis, dans les plans d'eau où ils sont présents en très grande quantité, c'est une source de nourriture très facile aussi, très facilement accessible. Accessible. Ouais, il y a une faible dépense d'énergie pour les gamarres. Alors que si on reprend, déjà on en parlait des écrevisses en off, les écrevisses, il n'y a pas très peu de protéines, c'est beaucoup d'eau. Et ça demande beaucoup d'énergie pour... Ça demande beaucoup d'énergie, et puis il faut pas croire, même s'il y a des fois, exceptionnellement, ça arrive, mais les carpes, elles mangent plutôt des petits écrevisses, surtout dans la période où elles sont encore molles. Tu vois. Alors des périodes de mue, c'est là où voilà. Donc, ouais, c'est ce on a tendance à... C'est marrant parce que quand tu discutes avec les pêcheurs de carpes, il y a des écrevisses, il doit y avoir des grosses carpes, elles doivent manger à fond les écrevisses. Non, c'est pour ça. C'est là où on revenait aussi à tes livres aussi, que ton premier livre, enfin un de tes livres qui cassait un peu les codes à l'époque et les préjugés. Donc c'est aussi souvent, on peut casser un peu les préjugés aussi là, sur les besoins nutritionnels des carpes. Ouais. Quand on voit des écrevisses, oui, certes, elles en mangent, mais c'est pas sur ça qu'elles sont fixées. Ouais. Moi, j'ai eu pêché des gravières très riches en herbes, et tu vois auquel j'ai fait référence, proche de Chambéry. Très riches en herbiers, avec finalement des populations de carpes qui sont plutôt intéressantes. Tu as vu les formes de ces carpes? Oui, qui pourraient avoir du potentiel finalement. Qui pourraient avoir du potentiel, mais finalement les poissons plafonnent très vite à 21-22 kg, là, la grosse que j'avais faite, la commune. Et à l'inverse, donc là, en l'occurrence, ça manque de diversité au niveau de la nourriture naturelle. Il y a des écrevisses, mais on retrouve, moi j'en ai jamais vu, je retrouve pas de gamarres, et j'ai pas retrouvé non plus de poche de vers de vase à proprement parler. Ouais, les vers de vase, et il n'y a pas de, j'ai pas vu non plus d'escargot d'eau, par exemple. Mais c'est vrai qu'a priori, pauvre, quoi. Finalement c'est une gravière pauvre. Et quand tu regardes cette gravière, dès la première pêche, les 24 premières heures, tu te dis mais il y a des herbiers partout, elle doit receler de nourriture naturelle. Si ça se trouve, il y a des mystères au niveau de ce cheptel. Voilà ce que tu dis. Et puis après, avec le temps, tu t'aperçois que quand tu as fait un tas de captures, qu'il n'y a pas de gros poissons. À l'inverse, tu as des lacs, et je vais parler d'un lac qui va te parler, qui sont très riches en population d'écrevisses, mais parce que c'est des lacs un peu de montagne avec des eaux un peu acides. Je parlais de Voulan par exemple, et qui, aujourd'hui les cheptels ont un peu évolué, c'est plus intéressant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un peu plus de 20 ans. Il y a des belles carpes aujourd'hui capturées, mais n'empêche que dans ces eaux-là, c'est bourré d'écrevisses, mais bourré. C'est-à-dire le soir, tu allumes ta frontale, et tu pourrais ramasser un seau d'écrevisses sans problème, quoi. Et bien, pour autant, t'as pas des poissons de 30 kg à la chaîne, quoi. Non. Et donc, non, mais il y a d'autres explications aussi. Dans le cas précis de Voulan, c'est que c'est un lac qui est très encastré, déjà dans une région qui est froide, tu vois, où l'hiver est long, sévère, et les étés sont plus courts, mais surtout du fait que le lac est très encastré, le soleil, même en été, se lève que très tard, tu sais, et se couche très tôt. Donc tu as un réchauffement par le soleil qui est raccourci, qui est limité, et ça va limiter aussi le développement, la photosynthèse, toute la prolifération de toute la chaîne de nourriture naturelle. C'est ce qui arrive aussi dans les lacs. Donc voilà quoi. Les lacs où il y a du fort marnage, du coup. J'en avais discuté avec quelqu'un d'une fédération d'ailleurs, qui disait que souvent les lacs qui descendent très très bas en hiver, chaque année, c'était très difficile pour que la nourriture naturelle se développe, parce que finalement chaque année ça devient sec.
et pour que la nourriture naturelle redevienne, quand ça remonte, ça, à chaque fois ça met du temps, et que c'est très compliqué dans ces eaux-là d'avoir des gros poissons naturellement. C'est assez vrai. Le marnage, je te rejoins sur le marnage, mais plutôt sur des lacs rocailleux. Rocailleux, oui. C'est ça. Parce que sur les lacs de plaine, le marnage il est extrêmement prolifique. Exactement. Ouais. En fait, il apporte énormément. Moi, je parlais des D'accord, des lacs, des barrages, du caillou. Voilà. Parce qu'on était sur Vouglan, c'est pour ça que tout à fait. c'est sur ça. Voilà. Ouais. Tout ce qui est cailloux, etc., notamment, j'ai l'exemple proche de chez moi, il y a des beaux poissons, mais la souche du poisson est belle, et je pense que s'il n'y avait pas ce marnage-là, il y aurait des plus beaux poissons. Parce que justement, il y a des périodes, mais pendant 2 ans, il n'y a pas d'eau sur ces berges-là. Donc du coup, il y a zéro de nourriture naturelle qui se développe là-dessus. Voilà un peu pour les eaux. Donc on a compris un peu que c'était des eaux qui étaient plus finalement qu'il n'y avait pas tellement d'eau qui était favorise. S'il y a pas les eaux où il y avait beaucoup de nourriture naturelle avec de la diversité. Donc écrevisse, pas forcément, mais surtout gamard, ver de vase, tu disais, ver de vase. Après, il y a tout ce qui est escargot d'eau, etc. Donc, apparemment, ça peut même être des têtards, ça peut être des alevins de petits poissons. Parce que ça, alevins aussi. Parce qu'il y a des moments de l'année où les carpes cherchent carrément des petits alevins, tout ça. Oui, tout genre de. Elles sont opportunistes, elles se dirigent. Très omnivores, enfin, ça mange un peu de tout, quoi. C'est opportuniste comme donc, voilà. Maintenant, on va passer à une autre rubrique. Une autre rubrique. C'est les technique ou stratégie du specimen hunting. Voilà. Donc là, on a présenté un peu qu'est-ce que c'était le specimen hunting. On était plutôt dans la définition. Et où on retrouvait un peu specimen hunting. Mais ce qui nous va intéresser vraiment sur cet épisode, et ce qui nous intéresse à nous, c'est comment on attrape ces grosses carpes. Parce que si elles sont là, mais qu'on ne sait pas les attraper, c'est un peu compliqué. dommage. Donc il y a forcément des techniques et des stratégies qui sont plus favorables à la capture d'un poisson qui soit le plus gros ou un poisson en particulier, de par son esthétique. Et donc l'idée, ça va être de s'interroger par rapport à ça. Est-ce qu'en fonction des eaux et de la pression de pêche que tu rencontres au bord de l'eau, est-ce qu'il y a des techniques en particulier qui fonctionnent plus que d'autres? Il y a plusieurs cas de figure en fait. Sur les grands lacs, sur les très grands lacs. Donc là, on va commencer par... du coup, tu nous prends l'exemple du grand lac. On commence par le grand lac. Qu'est-ce qu'il faudrait comme technique en matière d'amorçage ou de localisation peut-être, ou de météo? Il y a plusieurs... C'est toi qui vas nous dire. Pour moi, dans les très grands lacs, je pense que c'est toujours un peu la même chose qu'au début des années 90. C'est-à-dire qu'il faut déjà pêcher... le mieux, c'est de pêcher l'automne, déjà, quand on est sûr qu'il y a une grande activité. Ensuite, pour moi, cibler des gros poissons, c'est une question de cibler large. C'est-à-dire qu'on va amorcer une très grande zone qui fait en moins de 2 terrains de foot, voire plus. Tu vois, où on va éparpiller des appâts de taille importante, des grosses bouillettes. Et surtout, on évite la concentration des appâts, en fait. On va traiter une très grande zone. Et le but, c'est de pousser les poissons à naviguer. Voilà. À patrouiller. On va les faire nager, en fait. On va les faire nager. Et au bout de quelques bouillettes, elles ont compris qu'en cherchant, elles vont en trouver d'autres. Tu vois, et tu vas les conditionner sur un certain nombre de jours. Et là, tu vas augmenter tes chances de tomber sur des très gros poissons. Et je fais ça de préférence, et c'est même valable pour les arrêtés, avec des appâts qui sont de couleur sombre. Qui sont moins visibles en fait sur le fond. Moins visibles pour les gros poissons. Moins visibles tout court. Pour les moins visibles. Mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu es dans un cheptel pyramidal, comme tous les plans d'eau que j'ai pêchés ces dernières années, tu as quelques gros poissons, tu en as plein de taille moyenne et tu en as encore beaucoup plus de petites. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, les petites carpes, elles sont toujours en banc, en plus grand nombre. Elles sont plus mobiles aussi. Et même les carpes moyennes, des fois, tu as des bons bancs de carpes. Le sens dominant chez ces poissons-là, c'est le sens de vue, déjà. D'accord. Donc, elles vont... et c'est même valable dans les lacs où l'activité est plutôt nocturne.
pour plusieurs raisons. Parce que déjà, quand les carpes traversent une zone la journée et qu'elles repèrent les appâts, elles les mémorisent. Même si c'est pas l'heure de manger, et c'est que quand elles vont rentrer en activité plus tard ou quand le soleil se couche, elles vont revenir à l'endroit où elles ont réparé les appâts. Ensuite, il faut savoir que la nuit, quand la lune est grande, il y a quand même, bon, il y a de la lumière de la lune, mais il y a pas mal de lumière ultraviolette et infrarouge qui sont en dehors de notre spectre de vue, mais qui sont parfaitement visibles par la carpe. Donc quand à la pleine lune qui dépasse les 22 degrés en angle, donc au-delà de cet angle, ça commence à pénétrer dans l'eau, hein. C'est comme si quelqu'un appuie sur le bouton de la lumière, qui allume la lumière. Et les carpes, elles voient quand même. Donc, mais surtout la journée, les carpes se servent beaucoup de leur vue pour repérer des choses. Et les petites carpes, les carpes de taille moyenne, sont très vite attirées par des couleurs éclatantes dans le spectre rouge. Et donc, c'est-à-dire que tu as le rouge, l'orange, le jaune, le rose fluo. Ça, c'est vraiment des couleurs qu'elles voient le mieux, en fait. Et qui tapent vraiment dans l'œil, quoi, hein. Et les petites carpes sont plus nombreuses, sont plus en concurrence les unes avec les autres sur le plan alimentaire. Ils vont vite s'acharner dessus, quoi. Donc même quand tu les éparpilles, tu évites la concentration, mais quand c'est trop visible, elles vont quand même comprendre qu'il y a des bouillettes sur la zone, elles vont venir les manger. Quand c'est très peu visible, des couleurs très sombres, ça attire beaucoup moins leur attention. Or que chez les grosses carpes, c'est plutôt le contraire. Les grosses carpes sont beaucoup plus opportunistes que les petites. Elles se servent beaucoup plus des autres sens pour trouver les appâts. Tu vois, elles n'ont pas besoin que ça tape à l'œil. Tu vois, elles sont plus sur l'odorat. Elles vont plus facilement trouver des appâts de couleur sombre. Ouais. Voilà. Pour toi, le sens le plus développé des grosses carpes, c'est quoi? C'est l'odorat? Ouais, c'est l'odorat. Et aussi, parce que les grosses carpes sont plus âgées, elles ont appris, avec l'expérience, de reconnaître des... comment ça se dit en français? De reconnaître des pièges. Je trouve pas le mot, en fait. Tu l'as en anglais, peut-être, le mot? Des pièges, des subterfuges, en hollandais, c'est patroon. C'est des... elles vont faire des associations. Des associations. À des dangers. À quelque chose qui se produit. Elles vont vite comprendre que tous les 4-5 mètres, il y a une bouillette. En cherchant, on va le trouver. Tu vois. D'accord. Elles vont les chercher spécifiquement après. Ouais, d'accord. Elles vont nettoyer la zone après. Tu vois. Alors qu'une petite carpe qui tombe sur une bouillette ou même sur une deuxième, elle va pas forcément chercher une troisième parce qu'elle est trop concentrée sur ce qu'elle voit aussi, tu vois. Parce que c'est leur sens dominant, quoi. Bon. Alors que les grosses, si tu pars sur dans le ALT ou dans les amorçages de zone, dès qu'elles ont mis une bouillette dans la bouillette... Pour un ALT, c'est toujours aussi très important d'éparpiller énormément ton amorce, d'éviter les concentrations. Et toujours des appâts d'assez grande taille, un minimum 24-25 mm, assez dur, et de couleur sombre, quoi. Ça aide vraiment à mieux cibler les gros poissons. Donc ça t'es en train de dire que finalement, les poissons, les gros, généralement, quand ils mettent le nez sur 5, 6, 7 bouillettes qu'elles ont trouvées en nageant, elles vont complètement occulter le reste sur ce moment-là, pas complètement, mais se concentrer sur les appâts. En fait, que tu as disposé, elles vont obliger peut-être la nourriture un peu naturelle, elles vont aller au plus facile et voilà, tu vas créer une préoccupation en fait chez ces poissons-là. D'accord. Ouais, c'est assez intéressant effectivement. Et ça c'est généralement pour les grands lacs, les fleuves. Ouais, pour bien cibler les poissons plus de 20 kg, voilà. D'accord. Ok. Donc, et après, si déjà on arrive à efficacement cibler les plus de 20, bah on a plus de chances de tomber sur un 25 ou un 30 aussi. Bien sûr. Forcément. Voilà. Donc, est-ce que tu as remarqué que, par exemple, les 20-25 kilos, elles ont tendance à s'entraîner en groupe ou c'est des poissons solitaires? C'est soit des toutes petites groupes, ils sont vraiment nombreux.
T'en as 2, 3, 4. Un petit groupe, c'est quoi? Ou C'est 2, tout 3, seul. 4, ouais. Ou tout seul, c'est poisson isolé. Ouais. Mm. Ouais, tu vas jamais trouver une banque de 25. Hein, tu vois, Ce serait bien. voilà, bon. Ce serait bien, mais bon. non. Alors que les poissons de 15 kilos, des fois tu peux tomber sur une banque de 60 poissons, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, Ça n'a pas du tout le même comportement, quoi. Ça recherche pas leur nourriture de la même façon, quoi. Mm. Est-ce que tu as une météo, du coup, en particulier? Une météo phase dépressionnaire, peut-être? Non, à partir de mi-septembre, de toute façon, quelle que soit la météo, les carpes vont plus se nourrir pendant quelques mois pour constituer des réserves pour l'hiver, quoi. Donc, d'ailleurs, pas que pour l'hiver, on dit pour l'hiver, mais déjà les femelles, ils se constituent une réserve calorifique pour ensuite, pendant tout l'hiver, produire des œufs, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Donc il y a une partie de la graisse qui est stockée dans le corps qui va se transformer en œuf, quoi. Ouais. Donc plutôt l'automne. Ouais. Plutôt l'automne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des très gros poissons Bien sûr. au printemps Non, et puis en été. Et surtout, il y a toujours une petite phase avant la fraie qui est bon pour tomber sur des gros poissons. Ouais. Tu as toujours un petit frénésie juste avant la fraie, quoi. Ouais. Mais il faut vraiment, c'est une petite fenêtre. Si tu es là au bon moment, tu tombes en face, tu fais tomber des gros poissons et puis un jour ou deux après, ça fraie, quoi. Ouais. C'est fini. De toute façon, là, on est en train d'établir un peu le tableau. Le tableau de la stratégie de pêche. Là, on est en train de dire. Qu'est-ce qui est le mieux? Et oui, là, on est en train de dire, Léon, lui, ce qu'il préconise, c'est un amorçage sur. C'est ce qu'on vient de. Soit un arrêté, soit un amorçage large. À large, pour quasi 2 terrains de football, avec ça. des appâts plutôt sombres. Au moins il a 24-25 indiqué, mm minimum. Plutôt 24-25 mm, plutôt dur. C'est ce qu'il a aussi dit. Exact. Bien espacé. Pas concentré, espacé sur ce terrain de C'est football. ça. Et à partir de mi-septembre. Et à partir de mi-septembre. Et plutôt après, si c'est encore possible pour les gens de sélectionner le créneau, d'y aller durant une phase dépressionnaire, j'imagine que c'est ça. Quand la météo est favorable, c'est encore mieux. Et voilà, c'est encore mieux. Après, pas toujours facile à viser, mais... Et on a, du coup, pour compléter ce tableau, est-ce qu'il y a... donc du coup, ça va un peu en corrélation toutes les choses. Est-ce qu'il y a un montage en particulier, avec une nêche en particulier? Non, je pense pas qu'il y a un montage spécifique pour cibler des gros poissons. Par contre, il y a des réglages à faire sur des montages qui peuvent optimiser la piqûre dans la bouche d'un gros poisson. Parce qu'il faut savoir que la mécanique d'un montage n'est pas le même dans une petite bouche que dans un grand. Les petites carpes, ça se joue, pour moi, ça se joue surtout parce que moi, je pêche avec des bas de ligne maintenant avec un poids de pré-piquage. Oui. Et pour moi, pour bien cibler et bien piquer les carpes de plus de 20 kg, pour moi, la bonne distance entre donc l'hameçon avec le liner et le poids de pré-piquage se situe entre 6 et 7 cm. Ouais. Tu vois? Alors que pour une plus petite bouche, il faut que ce soit un petit peu plus court. Ouais. Tu vois? Donc, le fait de les mettre à 7 cm, ça peut faire que sur des 8, 10, 12 kg, je vais avoir des piqûres un peu plus aléatoires. Et peut-être risquer un décrochage, mais je m'en fous. Ouais. Moi, ce qui compte, c'est justement quand je tombe sur un poisson de 20 kg, qu'il soit bien piqué. Là, j'ai pas envie de le décrocher. donc, ouais, on peut dire que le réglage de mon poids de pré-piquage par rapport à l'hameçon à la bonne distance pour bien piquer dans les grosses bouches. Quoi. Ouais. Et après, si tu devais parler toujours de ce montage, donc on comprend un pré-piquage avec un positionnement en matière de centimètres qui va varier parce que la bouche d'une grosse carpe est plus grande qu'une la bouche d'une petite carpe. Jusqu'à là, pas de problème, c'est logique. Ouais. Là, du coup, l'hameçon, tu serais plutôt, te connaissant, on croit te connaître en tout cas, mais tu es plutôt pointe droite avec line eyeliner derrière. Pour allonger la hampe de l'hameçon. Sans trop d'angle. Mais là où j'aimerais m'intéresser, c'est du coup ton nèche, c'est une bouillette qui ressemble à celle de ton amorçage ou c'est un appât qui est complètement différent de ton amorçage? C'est toujours exactement la même. C'est le même, donc ça sera un appât sur le fond. Quand je fais un halté ou une grande amorçage de zone, je pêche toujours avec une bouillette dense qui est exactement la même que celle avec laquelle j'ai un. Donc tu pêches sur le fond, parce que l'amorçage est sur le fond, donc tu pêcheras. C'est juste une bouillette parmi les autres. C'est une bouillette et du coup, la carpe ne va pas se méfier, quoi. Elle va pas se méfier, elle va bien le prendre. En plus, comme on les force à nager, à être mobile, ça va amplifier l'efficacité de mon montage. Ouais. Et là, en taille d'hameçon, avec cette bouillette de 4 Parfait. C'était du... C'était spontané. Bing, 4. Donc voilà, on a la taille de la bouillette. On a la taille de l'hameçon, on a le montage. Est-ce que, j'ai juste quelque chose, est-ce que c'est cohérent
quand tu pêches sur un ALT ou sur un amorçage de zone, est-ce que tu allonges tes bas de ligne ou pas? Parce que j'ai eu une discussion, notamment avec Alan. Ouais, Alan. Voilà, Alan qui, lui, je vais t'expliquer pourquoi. Sur les amorçages où il éparpille les appâts. Ouais, non, moi je te vois venir. C'est parce que les carpes sont mobiles. C'est ça, c'est la question de la mobilité. Donc, il allonge. Pour que la leçon rentre bien la bouche. Exactement. Plus il pêche ouais. concentré, oui, bon. plus il raccourcit. En fait, je pêche tout le temps. Quelle que soit ma pêche. Même la pêche en spot, au single, machin tout. Je pêche avec des bas de ligne qui font à peu près comme ça, 28-30 cm. Avec le poids de pré-piquage. Bon, maintenant, il faut savoir que je ne mets pas un poids de 10 grammes pré-piquage. C'est juste un contraliner de 3 grammes en tungstène. Okay. Donc ça suffit pour la fonction que je souhaite obtenir. Bon. Franchement, avec une bas de ligne de 28-30 cm et un contraliner à 6-7 cm derrière la meçon, tu combines les avantages d'une bas de ligne longue avec un bas de ligne court. Tu as quand même l'agressivité d'une bas de ligne courte grâce au contraliner, mais tu as quand même la longueur totale de ton bas de ligne qui est comme ça. Qui permet puis généralement, tu sais, quand tu conditionnes les poissons sur un ALT ou sur un amassage de zone, elles aspirent fort parce qu'elles aspirent en toute confiance. Donc le contraliner va pas, empêcher va pas freiner le truc, quoi, tu vois. Donc, c'est ce qu'il disait, qu'en fait, les poissons, du coup, étaient tellement en confiance, normalement, sur les ALT ou sur les amorçages éparpillés, que les poissons ne vont même pas jusqu'au fond. Ils ne vont pas jusqu'au fond, ils aspirent de haut. Et du coup, si on se retrouve avec un montage trop court, mais tu vois, avec une bas de ligne de 28-30 cm et un contraliner, et comme j'utilise une bas de ligne relativement souple, donc il est rarement tendu, ça tombe un peu vers le plomb. Donc, quel que soit l'angle d'approche, même si elle aspire assez fort de haut, ça rentre de toute façon. Et au contrario, quand je fais de la pêche en spot avec une single, ou avec très très peu d'amorce autour, mais vraiment sur un petit spot concentré. Là, on va essayer de choper un poisson qui n'est pas mobile du tout, qui reste sur place pour engamer. Pour manger Voilà. Mais là, déjà, le contrepoids, le contraliner, il fonctionne déjà, quoi. Comme si je pêchais avec une toute petite bas de ligne. Que le poisson soit en mode stationnaire ou qu'il patrouille et qu'il soit mobile, ça... Donc c'est ça que j'aime, cette polyvalence dans le bas de ligne que j'utilise, quoi. Et donc je me pose plus de questions là-dessus. Ça, c'est une page que j'ai tournée maintenant. Donc j'ai 100% de confiance dans mes appâts et dans mes montages. Donc je peux me concentrer sur autre chose maintenant. Au niveau des appâts, tu nous as emmené quels sont les appâts favoris? J'ai emmené les 2 appâts que j'utilise en fait. Donc ça, c'est dans n'importe quel cas tu utilises ces appâts-là. Ouais. En fait, pour les ALT et les amorçages de zone, ce sont des krill mussel de 25 mm. C'est des bouillettes comme ça. J'utilise ça depuis plusieurs années. D'accord. Donc là, c'est à base de quoi, ça? C'est des... farine de poisson, farine de krill, et puis quelques autres ingrédients. Mais c'est un bouillet de carnet, quoi. Bouillet de carnet. Ok. Bouillet de carnet. Et en termes de protéines, t'as combien de... Je crois que pour ce bouillette-là, il me semble que je suis plus exactement sûr de tête, c'est entre 18 et 22%. Ok. Donc, on en reviendra peut-être après au niveau des appâts, mais il me semble que tu as par rapport aux protéines... Non, c'est déjà riche, c'est déjà beaucoup. Hein. Même à 18, c'est déjà pas mal. Et puis l'autre bouillette, là j'ai plusieurs diamètres parce que ça dépend où je pêche et comment je pêche. Je l'utilise beaucoup pour les pêches instantanées, la pêche à rôder quand je veux des résultats rapides, quoi. D'accord. Et ça c'est les tutis, hein, que une fois de plus, parfois je peux pêcher pendant 2-3 jours. Je fais quand même un petit amorçage de zone, mais je veux des résultats rapides. Je pêche avec les tutis 25. Dans d'autres cas, j'utilise des 14 mm ou des 20 mm, quoi. Et ça, c'est vraiment pour la pêche à rôder. J'aime bien pêcher avec les 14 mm. C'est vrai, pêche à rôder au canal de Bourgogne, où je suis très mobile, où je peux pêcher 5, 6, 7, 8 postes différents en une journée. Et je mets une poignée de petites bouillettes, et puis souvent je cherche les poissons, hein, déjà, là où il y a des fouilles, tout ça. Et puis j'essaie de prendre ma carte, boum, je la prends, et puis je vais au poste suivant, quoi.
Parce que là, t'as l'effet visuel aussi sur celle-là. Parfois, tu as des endroits où il y a quand même des gros blancs ou des tanges. Là, je suis obligé de passer à 20 mm déjà pour limiter. Bah oui, pour éviter ça un peu. Mais partout, on pêche instantané, on pêche à roder. Partout où je peux, je préfère les 14 mm, des petites. Quoi. C'est plus efficace. Bien sûr. D'accord. Ouais. Ah, ça se sent jusqu'ici là. Ça, je sens les tuttis. Ça a embaumé la pièce. Le tutti est terriblement instantané, quoi. Et je connais pas de plan d'eau, j'aime pas ça. Parce que j'ai même pêché dans les plans d'eau qui étaient vraiment complètement vierges, où je suis 100% sûr que les carpes n'avaient jamais vu une bouillette de leur vie. Et ils ont bouffé ça tout de suite, quoi. Et ça, c'est bon. Ouais, Ça, c'est bon. C'est bon signe. Bon, ça va vite aussi, hein. Les krill mussel. Et puis, tu obtiens vite un très grand degré de conditionnement là-dessus. Ça plaît vraiment aux poissons. Tu sais, il y a le goût, le saveur qui compte. Il y a aussi, bon, que ça soit relativement digeste, que ça leur apporte quelque chose. D'un point de vue une forme de bien-être, quoi. Hein. Bon, là-dessus, je peux te dire des choses aussi. Hein. Ce sont des bouillettes qui sont très énergétiques aussi, hein, parce qu'elles sont conservées avec du monopropylène glycol, qui est un dialcool qui est directement assimilable par le corps, par le métabolisme des carpes. Et c'est très énergétique, quoi. C'est une énergie rapide, quoi. Et ça, parce que les protéines, le taux de protéines, même si c'est bénéfique pour leur croissance et pour leur santé, c'est pas quelque chose qu'elles vont ressentir instantanément. Hein. Donc elles ne vont pas faire l'association entre les protéines qui sont dans une bouillette et le bien-être que ça leur apporte. Alors que l'énergie, oui, parce qu'elles vont le ressentir très vite. Oui, bien sûr. Tu vois. Et ce qui est très important pour moi, c'est la friabilité des appâts. Hein. Donc c'est-à-dire, ceux-là, ils ont séché un peu. Donc, mais tu vois, quand je fais ça, elles sont dures, mais quand je les écrase, ça devient de la poudre. Ouais. Donc ça veut dire que les carpes vont bien les écraser avec leurs dents pharagins avant de les ingérer. Voilà. Et ça va beaucoup aider la digestion, quoi. Alors que sur des appâts qui sont difficiles à casser ou qui font que s'aplatir, elles vont le casser en 2 morceaux, elles vont avaler des gros morceaux qui vont pas être bien digérés, quoi. Donc c'est pas bien, quoi. Elles vont moins aimer. Donc c'est les deux appâts que tu utilises finalement. D'autant plus que tu vois une bouillette qu'elles peuvent écraser avec leurs dents pharyngées en poudre comme ça. Ça fait une explosion de saveur en même temps. Et ça les booste encore, tu vois. Non, il y a une forme d'addiction après qui doit se former. Voilà, c'est une addiction. Ouais. Donc là, on est du coup sur de... c'est bien parce qu'on a passé sur la question jusqu'à d'après. Est-ce que vraiment s'il y a une bouillette en spécifique enfin spécifique non, mais est-ce qu'il y a une bouillette qui favorise plus la capture d'un spécimen? Je pense que ce type de bouillette est idéal. Il n'y a pas la bouillette qui existe, non, c'est un type de bouillette. Il y a d'autres marques qui font des bouillettes un peu équivalentes, hein, qui correspondent aux mêmes critères. Mais c'est vraiment ce type de bouillette qui est bon pour cibler les gros poissons. Donc on revient sur il faut que ça soit friable. Donc toujours la taille, la taille ça dépend de... 25. Voilà, 25. 25, ouais. Couleur plus ou moins plutôt foncée, sombre. Plutôt sombre, même si le tutti c'est un peu plus flashy, mais c'est du orange sombre. Là on est plutôt sur quelque chose qui est marron. Marron bordeaux. Marron foncé. En termes d'énergie, tu nous as dit, il faut que ça soit très énergétique. J'ai toujours pêché avec des appâts qui sont très énergétiques. Énergétiques et qui ont un bon taux de protéines. Voilà. Donc un taux qui est aux alentours de 22. Taux de protéines du moment où c'est entre 10 et 20%. Ouais, bien sûr. Et c'est pas un appât qui a 18% de protéines qui va être supérieur à un appât qui a 12%. Ça c'est de la connerie. Bien sûr, c'est de la connerie. On avait eu une discussion en dehors des micros là, mais sur Fred Wilton et sur la théorie HNV. C'était des idées à l'époque mais eux, bien reçues. Pour eux justement, ils pensaient que protéines. Et même ils allaient plus loin, ils allaient carrément étudier le profil en acides aminés, essayer d'optimiser ça par rapport à ce qui est idéal pour la carpe, quoi. Sauf que le problème c'est qu'ils faisaient ça avec des produits comme du renat caséine, des caséinates, sodium, de calcium, tout ça. Des produits laitiers quoi, qui qu'on trouve pas dans le biotope des carpes, qui n'existent pas. C'est un type de protéines qu'elles sont pas vraiment capables d'assimiler, quoi. Et en plus
surtout avec du sodium caseinate et du calcium caseinate, ça fait des bouillettes très caoutchouteux qui sont qui sont plus du tout friables, quoi. Hein. Et donc ils sont juste aplatis avec les dents pharyngées ou cassés en 2 morceaux. Avaler comme ça, c'est complètement indigeste, quoi. C'était pas très attractif. En plus, on a déjà des œufs qui ont tendance à constituer un petit film à cause de la coagulation autour de la bouillette, hein, qui enferme un peu les saveurs dans les bouillettes. Mais avec les protéines de lait, c'est 10 fois pire, quoi. Ça te fait une bouillette hermétiquement fermée, il n'y a plus rien qui sorte, quoi. Donc, ils étaient pas sur la bonne piste, quoi. Non, mais bon, tu sais, ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient cette théorie-là, et ils prenaient quand même des carpes avec, et ils prenaient plus de carpes et de grosses carpes que les autres, mais c'était pas grâce à leur appât, c'était parce que c'était tout simplement des meilleurs pêcheurs, quoi. Ils pêchaient mieux. Ils auraient pêché avec n'importe quel autre appât, ils auraient pris des carpes. Pareil, et puis d'ailleurs, Rod Simpson l'a bien prouvé aussi, hein, ensuite, parce qu'il a pris des carpes avec plein d'appâts, avec des graines. Avec des graines, il a popularisé la noix tigrée. Voilà, mais même avec des recettes de bouillettes assez pauvres, quoi. Donc, ça a été... Et puis il ne faut pas oublier, hein, toute la génération des je crois que j'avais dit ça dans l'interview avec lui aussi, que la bouillette qui a le plus cartonné à Saint-Cassien quand ça a été découvert, c'était le Tutti Frutti de Richwood sur un mix 50-50, donc plus pauvre je meurs, quoi. Mais par contre c'est très énergétique, et puis le Tutti ça leur plaisait, quoi. C'est celle qui ressemblait à des billes de caoutchouc, c'est ça? Non, ça allait haut pour ça. Non, ça c'était encore des bouillettes. Ça, je confonds. Non, Richword faisait tutti, il faisait aussi crabe, quelque chose. Non, mais les tutti étaient faits, 2-3 parfums comme ça qui. T'avais que 2 ingrédients en fait. T'avais le semoule de riz et puis du farine de blé. De la farine de blé. Ah oui, d'accord, c'est très simple. Il y avait juste un arôme en fait. Un bon sucrant, un arôme qui plaisait. Et puis déjà du propylène-glycol, quoi, qui est vraiment un booster énergétique que les carpes adorent, quoi. En plus, c'est un produit qui est énergétique et qui n'est pas du tout dangereux pour leur santé, quoi. Donc ça s'assimile très bien, quoi. Un peu de lipides aussi, j'imagine qu'on retrouve un enrichissement en lipides. Bon, tu vois, déjà, quand la plupart des arômes, surtout de l'époque, hein, ils avaient tout comme solvant, le propylène-glycol. Hein. Et puis même après certains arômes de Sherwood qui sortaient un peu du lot. Il y avait certains qui étaient sur des bases éthyliques quand même. Éthyliques et du diacétine et du triacétine. Mais ce sont tous des solvants, comment dire, avec un apport énergétique énorme, quoi. Hein. Et dont le goût, c'est le goût du solvant qui plaît au carpe. C'est pas forcément l'arôme qui porte, quoi. Donc, Et donc, juste pour, au niveau des lipides, peut-être un mot sur les lipides. Tes bouillettes sont basées sur ta idée du pourcentage de lipides qu'il y a par kilo. Enfin, moi, les huiles, c'est un truc qui me passionne. Donc, les lipides, tu parles je te parle des lipides, mais... Hein? Des lipides? Les lipides, ouais. Donc, dans les huiles, qu'est-ce que... Parce que les lipides, c'est très riche. Pour moi, l'huile, c'est un figeant. C'est un nom catégorique. D'accord, donc pas d'huile. C'est pourquoi, parce que c'est tout simplement les huiles, quand on parle des vraies huiles, donc leur structure moléculaire est trop complexe, elles sont complètement indétectables par les carpes, qui ont des récepteurs qui sont très efficaces, mais qui sont très simples en fonctionnement aussi. En fait, ça peut que détecter des structures moléculaires qui sont très courtes, alors que les huiles et les lipides ont des chaînes moléculaires qui sont très longues, quoi. Ça n'apporte rien, en fait. Ok, et donc du coup, tu n'as pas d'enrichissement en huile dans tes billes? Absolument pas. Ok, donc là, on a notre appât, on a notre amorçage, on a notre montage. On a le lieu aussi. Le lieu, on l'a un petit peu dit. Avec finalement les nourritures naturelles, la souche de carpe, etc. Exactement. Et simplement, on a quasiment tout. Voilà. Bon, on a tout presque pour mettre en place. Pour mettre en place, voilà, exactement. Après, il y a une petite digression sur un amorçage de zone ou un amorçage d'accoutumance type ALT à la graine. Est-ce que tu as eu fait? Et si oui, c'est quoi ton... Bien sûr que j'ai fait des ALT à la graine. Quelle graine je le faisais déjà quand j'habitais en Hollande, dans les années 80. Et le résultat, je prenais de temps en temps une carpe de belle taille, mais j'en prenais surtout beaucoup de petites et puis beaucoup de gros blancs. Donc, et quelles sont les graines qui
Que tu que utilises. tu as utilisé dans le cadre de Non, mais il y Crusade. a encore une graine que j'utilise aujourd'hui parce qu'il est vraiment très très bon et je trouve qu'il est même sous-estimé par la plupart des carpistes. C'est le noix tigré. C'est une graine fantastique Ouais. pour moi. Ouais. Je suis Une un graine fervent. fantastique. C'est Une un graine qui sort du appât lot, de- quoi. Pareil. Ouais. Ouais, c'est le. Alors je sais pas, mais c'est un appât. Ah là, Ouais. c'est une graine qui est instantanée. Puis je sais pas. Même sur des poissons complètement vierges, moi je l'ai vu. Tu prends des Et je Tu peux- prends des je peux- poissons. Je peux honnêtement dire hein, qu'aujourd'hui, depuis des années, et je vais continuer dans les années qui viennent comme ça, je pêche qu'avec ces deux bouillettes-là. Et la Tiger. Donc j'ai deux types de bouillettes pour deux types de pêche qui sont différents et les tigers. Et d'ailleurs. Donc voilà, pour moi c'est les Mais trois je appâts pense que que les- j'utilise et avec lesquels je pêche partout. Les Tigers, tu pourras aller n'importe où avec. Ah ouais. Sur n'importe Ouais, quel ouais, poisson. ouais, absolument. Tu en Faut prendras. toujours avoir des Et tigers ça dans sa peut voiture. être, ça peut être Toujours. même un sauve capot. Mm. Ou des fois où Clairement. les poissons Ah sont oui, un tout à fait. peu tatillons, ils sont un Tout à peu. fait. Ils sont même sur les bouillettes, Ouais, tu peux avoir les clairement. meilleures Et bouillettes. même, hein, mais ça fait peur aux gens, hein, Ouais. pêcher une tiger en single, Ah ouais, ouais. un truc de fou. Mais c'est super attractif, on dirait pas. Ouais. Très Et bien. justement, dans les plans d'eau à très grosse pression de pêche, Mm. le single c'est top quoi. Et il faut oser le tiger, c'est très bon. Ouais. Mais ça m'étonne. Enfin, Ouais. je suis inconditionnel de la Tiger, c'est top. Pas d'autres graines donc Non. que la tiger. Enfin, Si je te aujourd'hui, dis c'est pois comme ça, chiche, févrole. Non, ça, J'aime ça, bien. ça, c'était- maïs. ça, c'était avant. Ouais, d'accord. Ok. Mais on a tout, quasiment. Ah, là, je crois qu'on est à peu près clair sur notre stratégie pour aller chasser les grandes carpes. Qui finalement. Après, c'est le choix du plan d'eau aussi. Hein. Voilà. Et puis savoir aussi que à certains moments de l'année, sur le même plan d'eau, les grosses carpes n'occupent pas de la même façon l'espace que les petites. Mm. Les petites sont beaucoup plus mobiles, les grosses sont ancrées dans les habitudes Putain, c'est comment sédentaire. dire, dans certaines zones précises. Ouais. Et ça aussi, il faut l'étudier et comprendre. Donc, toute la connaissance d'un plan d'eau peut aider aussi à mieux cibler les gros poissons Ouais. Mm. qui n'ont pas les mêmes habitudes, pas les mêmes comportements. sûr. quoi. Ouais. Et au niveau du. Si on veut cibler des poissons en particulier, parce que le specimen hunting, c'est ce ça que je veux aussi, dire. c'est des gros. Là, on s'est focalisé un peu sur les grosses carpes. Mais si par exemple, tu veux te focaliser sur les amours blancs, donc je vais faire une petite digression sur les amours blancs, est-ce qu'il y a un appât donc là, tu nous as présenté deux appâts, tutti et. Ah, pour moi, le meilleur Et appât un appât pour carné cartonner les gros amours blancs, Ouais. c'est Benet comme un malade des noix tigrées. Mais Benet Ah ouais. de chez Benet, quoi. D'accord. C'est-à-dire Les des très olives. très grosses quantités. Et ça, en plein été, en plein cagnard, quand il fait chaud, sur des faibles profondeurs, c'est une garantie du succès, quoi. Donc, Mais il faut savoir que les amours blancs sont capables d'ingurgiter des quantités phénoménales D'accord. de graines. Hein. Et puis, il faut en mettre, quoi. Il faut en mettre. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, tu vois, bah, après souvent, c'est vrai que souvent on prend finalement des amours blancs sur les Tigers. Ouais, tiger. C'est vrai que Ouais. quand on y réfléchit, Sur des Finalement, mélanges en termes d'amorce, moi, Ouais. où je mettais pas mal de maïs doux, mélange de tiger crushé, tiger pleine, Ouais. et je rajoutais de la farine de cacahuète. ah oui. Ce qui me faisait un nuage, Oui, ça oui, marquait oui. le fond, et j'ai fait pas mal de... Ouais. Là, sur la gravière qu'on a évoqué Ouais. un peu plus tôt dans la journée, là où j'ai fait les gros amours blancs, c'était C'était en ça. série. Hein. Ouais. Ouais. Mais à base du grain, quoi. Ouais, à base de graines, ouais, clairement. Et c'est les statistiques en fait qui faisaient que je tombais sur un gros amour blanc. C'était finalement. Parce que j'en prenais plusieurs, que je finissais par en prendre un gros. quoi. Ouais. forcément. Euh, Bah, on peut Miroir commune, juste. Est-ce que, est-ce que tu peux sélectionner ça est-ce que miroir commune, d'après toi, je me souviens d'un livre, Extrême Carpe, de Gonzalez. Il avait fait un livre avec Simon Horton, donc ça date, les années 2000 aussi. C'est un beau livre pour moi, un des plus beaux sur la pêche sur lac qui a été fait. Et qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs plus tôt dans l'autre émission qu'on avait eu enregistrée. Et à un moment donné, il parle que la commune, selon lui, aurait une particularité, les communes sauvages auraient une façon de s'alimenter et de se focaliser sur une nourriture naturelle bien particulière, là où les royales, les miroirs auraient une autre façon de s'alimenter et d'autres choses. Toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton point de vue sur Ouais, je commune, sais pas, miroir? ils ont dû lire quelque chose quelque part, ils l'ont mal interprété. En fait, la vérité, c'est que les carpes de souche purement sauvages, mais ça n'existe pratiquement plus, hein. Ce sont des carpes qui vivaient il y a quelques centaines d'années en arrière, encore dans le delta du Danube. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais une analyse sur un carpe du delta du Danube, c'est une carpe très sauvage, une commune très sauvage. Mhm. Mais il y a quand même déjà, il y a 1 ou 2, 3%
de sang royal dedans. Il y a des mélanges qui se sont faits partout en Europe, même en milieu sauvage. En même petit truc que toi et moi, on a encore 2 ou 3% de chromosomes de Néandertal. Hein, Bien sûr. tu vois. Et en fait, la même chose s'est passée avec les carpes, quoi. Il y a un mélange. Quand tu as une carpe sauvage de pure souche, comme ça existait dans le temps, et en moindre mesure avec des carpes sauvages du delta du Danube maintenant, qui sont quand même beaucoup plus sauvages que les carpes communes de nos fleuves à nous, hein, qui sont plus vraiment sauvages du tout en fait. Ce sont des poissons qui sont 100% carnivores, quoi. Alors que dès que tu as un pourcentage de sang royal dans une souche de carpe, les carpes deviennent omnivores, quoi. D'accord. Elles peuvent manger de tout. Et elles sont capables de digérer aussi des éléments végétaux, quoi. Et des graines notamment. Donc voilà. Et non, je ne me vois pas en France, je ne crois pas que c'est possible de cibler avec un appât spécifiquement des communes ou des miroirs. D'accord. Non, j'y crois pas. Ok. Non mais c'est intéressant parce que c'était toute leur... ils ont tout un pan de leur livre qu'ils ont écrit qui traite de ça et c'était intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et donc finalement, toi, pour prendre des grands poissons, si on devait traduire aux gens qui nous écoutent, c'est plutôt des billes quand même malgré tout carnées. C'est plus vers là où, si on devait parler de la bille, ce que tu as quand même vachement insisté sur la bille carnée dans tes deux appâts. Ouais. Et tu as plus utilisé la tutie, tu l'as plus évoqué pour des exemples de pêche au spot, tu as évoqué, et pêche à rôder. Ça veut dire que la pêche vraiment des gros poissons avec des stratégies construites en matière d'amorçage, que ce soit ALT ou stratégie large d'amorçage, type 1 ou 2 terrains de football, c'est plutôt avec cette bille carnée-là. Non, parce que je pense que si demain je fais un bouillet de tutie marron foncé, je fais pareil. Je fais pareil. Okay. D'accord. C'est la couleur du coup. Donc la couleur joue un grand rôle dans... C'est juste qu'il y a ça qui est dans ma gamme. Et puis en foncé, j'utilise ça. Et en plus visible, j'utilise ça, quoi. C'est pas la composition qui fait ça. Non. D'accord. Donc ça, non. Mais tu vois, les gens... Tu fais bien de me poser la question. Tu me l'as pas posé, les gens ils vont se faire des idées. Après, ça crée des idées reçues. Ils disent pour les ALT, il faut des carnets. Non. C'est juste obligatoire. Juste la couleur. Voilà. D'ailleurs, je reviens un peu en arrière sur les communes et les miroirs, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai constatées. Par exemple, ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière, sur un plan d'eau d'une 60aine d'hectares de ma région, où il y a plusieurs centaines de carpes dedans, et il y a vraiment 85-90%. Ce sont des miroirs, hein, donc si tu fais une vingtaine de poissons, tu vas faire 2 communes et 18 miroirs, quoi. Et ça, c'est comme ça une grande partie de l'année. Hein. Je suis tombé des fois sur des journées où j'ai fait 15 poissons et 15 communes, et pas de miroir dedans, quoi. Ce jour-là, il y avait tu sais l'expliquer que les communes, et je ne sais pas pourquoi. Et ça m'est arrivé sur plusieurs plans d'eau. Mais sur ce plan d'eau-là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai pas d'explication rationnelle pour ça. Pourtant, il doit y avoir une explication. À ce moment-là, ils n'étaient pas mélangés avec des miroirs. Pourquoi les miroirs n'étaient pas là? Et pourquoi toutes les communes étaient ensemble? Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc, c'est partie des mystères de la pêche. N'empêche, imagine que j'aurais, ces quelques fois-là, quand c'est arrivé, j'aurais pêché avec un appât spécifique. J'aurais eu tendance à faire un lien entre l'appât et le fait que je touchais que des communes. Alors que non, c'est probablement un pur hasard, ou une autre raison qui m'échappe, mais c'était pas l'appât. Voilà. Ouais. Ça a l'air clair tout ça. Pas mal clair. Tout ça est assez ça clair. nous permet une petite transition sur une autre partie. Et on passe plus du coup moins sur la technique de tout ce qui est appât, montage et tout ça, mais plus sur la technique du personnage. C'est avantages et qualités du Specimen Hunter. On sait que souvent... Alors toi, tu as été sponsorisé par Sensas, c'est ça? Ouais, j'ai eu une sponsoring pendant 1 an et demi, 2 ans de Sensas. Sensas, après tu as eu Rod Hutchinson. Oui, qui pendant 2 ans m'a fourni pas mal d'appâts. Ouais. Voilà. Tu étais d'ailleurs avec Sensas, juste parce que Sensas... je me souviens que Bulldozer
t'affichais déjà bulldozer en fait. Je pêchais, en fait j'utilisais le mix marin avec la farine de lupin. Ah oui, ça. ouais. Mais je le rallongeais j'avais ma touche personnelle, Mhm. je rajoutais quelques ingrédients, mais c'était une très bonne base. Ouais. C'était des bons produits à Ouais, très l'époque. bon produit. Leur mix, c'était un bon mix. Ouais. Ouais. Le 50-50? Non, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Ouais. Mais moi, je le rallongeais. Je mettais du Vitamila. Donc, tu connais le Vitamila? Ouais. Donc, c'est crémeux, c'est énergétique aussi. J'ai rajouté des autres farines aussi. Je commençais déjà à rajouter un peu de bird food, tout ça. Donc c'était un petit peu plus élaboré, quoi. C'était une recette que t'avais Ouais, confectionnée, quoi. donc la base c'était le mix marin, Ouais. et puis je le complète. Tu l'avais enrichi avec Ouais, c'était Voilà. ta touche. C'était la question en fait. Ouais. Parce que finalement, la question c'était avec quelle bouillette et base mix tu pêchais. Oui, relativement simple. Hein. Voilà, Après, avec Rotesenson, j'ai eu des bouillettes un peu plus élaborées parce qu'à l'époque, il avait 2 gammes de bouillettes. J'ai oublié les noms. Il avait une gamme, c'était une entrée de gamme avec des bouillettes, je crois que c'était même des bicolores, c'était jaune-orange. Et ils étaient pas chers, qui prenaient des carpes, hein, mais c'était très très basique. Et à côté, il avait une bouillette déjà haut de gamme, assez chère, avec un mix, avec un peu de bird food, mais surtout des farines de poisson qui étaient assez élaborées. Et d'ailleurs, qui étaient dans le même style que ça, tu vois, déjà à cette époque-là. Et ça, c'est une très bonne bouillette. Ouais. Ça, j'en ai abusé de ça. Ouais. Avec les amorçages sur la Saône, tout ça, ça marchait bien. Ouais. Donc du coup, le fait d'être peut-être un peu sponsorisé, ou enfin d'avoir des avantages à cette époque, est-ce que ça t'a aidé en fait à attraper Oui et non, des nouveaux poissons? Moi, ça m'a aidé à économiser de l'argent, c'est tout. parce que j'aurais pas eu de sponsor, j'aurais été prête à faire des concessions sur d'autres aspects de ma vie pour avoir un budget suffisant pour m'acheter une grande quantité de bons appâts. Parce que c'est quoi une grande quantité de bons appâts pour Léon Guédic dans ces années-là qui pêchait sans doute beaucoup? Ouais. C'était quoi une grande quantité d'appâts? Par exemple, j'ai 2 années où j'ai amorcé beaucoup au barrage d'Orme sur la Saône. Hein. Donc un secteur qui, à l'époque où je le pêchais, était assez prolifique, surtout par rapport aux normes de l'époque. Hein. C'était quoi? C'était la tonne, quoi, à l'année? Ouais, c'était la Saône, mais c'était la Saône de la fin des années 90. Et on prenait déjà des poissons entre 20 et 25 kilos régulièrement. Tu vois, et c'était quelque chose à l'époque. Il y a une année où, sur le secteur, j'avais passé 900 kilos de bouillettes. Ah ouais, presque une tonne. Et l'année d'après, j'ai mis un peu moins parce que c'était déjà tellement accoutumé, mais j'ai mis 600 kilos quand même. Ouais. Ça fait Mais en bon, 12 ans, il y ça avait fait beaucoup de une carpes aussi. Il y avait beaucoup de carpes. Et Ouais. puis il y avait aussi des chevennes qui tapaient dedans. Voilà. Et Oui, puis de c'était- façon générale, hein, c'était un sur la amorçage rivière, il faut d'accoutumance. quand même Il faut amorcer amorcer beaucoup. beaucoup. plus. Eh Il ouais, faut bien entretenir, sûr, il faut quand même. amorcer beaucoup. Ouais, Ouais. bien sûr. Mais j'aurais été prête à payer le prix pour, même s'il fallait tout payer à plein pot, j'aurais fait l'effort de les acheter parce que je savais que que j'avais des bons résultats. C'était important pour bien réussir à les endroits où je pêchais, quoi. Maintenant, je sais aussi que à d'autres endroits, avec très peu d'appât, tu peux faire une très bonne saison aussi. Hein. Bien sûr. C'est une autre façon de pêcher. C'est une autre façon de pêcher. Mais ça dépend où tu pêches, quoi. Aujourd'hui, avec le silure qui est omniprésent par rapport à l'époque, Aujourd'hui, oublie. Tu vas aujourd'hui, droit qu'est-ce dans que le t'en mur. penses? Hein. là, avec Tu les mets bouillettes, 900 là, kilos de billes, c'est un encore gaspillage t'as avancé tous les total, silures quoi. du- Hein. eh oui. D'ailleurs, il y a quelques années en arrière, je suis retourné au barrage d'Orme. J'étais un peu nostalgique. Je dis, oh, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas été. Et je suis retourné là-bas, mais depuis, bon, il y a du monde qui est passé. Hein. Et les silures se sont accoutumées à la bouillette. Et en fait, j'étais parti pour une session de 5 jours. Je suis resté une journée, en fait. je suis resté une journée parce qu'en fait, avec mon pote, on avait 18 touches, dont 16 silures. D'accord. À la bouillette. Ouais. Et puis les 2 carpes, c'était 2 petites communes. Je dis non, je vais me faire chier pendant 5 jours avec des Ouais. silures, laisse tomber. Puis casser. Donc, Ouais, maintenant, c'est vrai que le silure c'est ça qu'il faut prendre en compte en il est considération. omniprésent et aussi. c'est hyper compliqué pour ce type d'amorçage. Parce que c'est dans beaucoup d'eaux, même la majorité des eaux françaises maintenant, Ouais. notamment des grandes eaux. Ah ouais. Là où il y a le silure, maintenant, les amorçages lourds, c'est la cata. Quoi. C'est la cata. Donc voilà, on est en train de se dire, donc à l'époque, faire des amorçages avec des grandes quantités d'appât, c'était
bénéfique. Ouais. Et ça, ce qui marchait pour cibler les gros poissons. Mais Ça l'est toujours là où il n'y a ça pas de l'est toujours. silure. Voilà, là où il n'y a pas de silure. Mais du coup, maintenant, c'est une parenthèse qu'on n'a pas évoquée, Ouais. en fait. Ouais, Finalement, c'est qu'est-ce marrant. qu'il faudrait faire maintenant pour cibler les gros poissons, J'ai hein. pas la réponse. Et je pense que beaucoup Moi- de personnes n'ont pas la réponse. Moi, je dis pas que j'ai la réponse, mais ce que je sais, c'est que les grands amorçages. Moi, je suis un fan des amorçages. Ah oui, tu le je sais, que j'ai j'aime bien plein de jeter fois. des bouillades J'adore, d'eau. c'est une passion. Et j'en ai fait un sport certaines années, carrément, parce que aller amorcer, je pense qu'il faut se rendre compte quand on fait réellement les choses. Quand tu fais un vrai amorçage d'accoutumance, attention, hein, je parle pas d'amorcer 15 jours. Hein. Ouais. Quand tu fais un vrai amorçage d'accoutumance, comme je l'ai eu fait sur 4-5 mois, et que tu as la nécessité, donc il faut une suffisante quantité d'appât, bien sûr, mais il faut aussi y aller régulièrement. C'est aussi la fréquence qui conditionne. Le conditionnement alimentaire, il passe par là. Eh bien, quand il faut aller amorcer tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, quand de temps en temps tu loupes ta fenêtre de tir, et ça sur 5 mois, mais c'est... Non seulement ça prend énormément de temps, parce qu'il faut se rendre sur place. Moi, en l'occurrence, dans mon cas de figure, Thierry sait de quel endroit je parle, il fallait que je gonfle mon bateau. Il fallait que avec mon bateau, que je me rende sur le poste. Un poste que j'avais identifié, que j'amorçais, qui était inaccessible des autres. Ouais. Pour justement Pour que tu sois préserver tranquille. ma zone. J'avais 1 kilomètre à parcourir. Puis je me rendais sur le poste, puis j'ai amorcé, et puis après je rentrais. Je refaisais 1 kilomètre. Je dégonflais, je remettais. C'est un sport. Franchement, et ça devient quelque chose de vraiment qui prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie, et puis ça prend beaucoup d'appât. Puis moi j'avais passé près de 500 kilos. Mais quand on voit les résultats, c'est justement quand des pêcheurs ne l'ont pas eu fait, alors on prend des poissons de manière en quantité importante. Moi j'ai fait des quintuplés de 20 kilos par nuit. C'est quelque chose qui est enfin, ça fait vibrer, quoi. Et puis j'ai fait des grands poissons de 30 dans ce contexte-là et tout ça, dans cette session. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai fait il y a 3 ans de ça, pour renouer un peu avec ton passé, quoi. Par le passé, en me disant je vais me faire plaisir, je vais le refaire. Et ben aujourd'hui, j'ai déjà réessayé en fait à 2 reprises des grands amorçages, alors pas aussi longs, ils faisaient environ 3 semaines et de délai, quoi, où j'avais préamorcé. Mais les résultats, alors on pourrait remettre ça sur le dos de la météo qui était peut-être pas extraordinaire, j'étais peut-être pas tout à fait dans la bonne phase dépressionnaire, etc. Mais le résultat n'était pas très bon par rapport à l'énergie déployée, les quantités d'appât déployées. Et moi je pense qu'avec la pression de pêche, ce type d'amorçage-là perd son efficacité. Enfin, moi ça a été mon analyse de la chose. Et j'en étais hyper déçu. Mais pour moi, bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Sur un plan d'eau avec une grosse pression de pêche, un ALT devient très compliqué. Ouais. Bon. Par contre, ce qui peut marcher encore sur ces eaux-là, quand tu arrives en automne et tu tombes vraiment en face, dans la bonne semaine, sur une bonne poste du lac, un gros amorçage de zone peut ponctuellement marcher sur une session d'une ou 2 semaines, tu vois, mais il faut vraiment tomber en phase au bon moment. Mais les ALT, ça devient compliqué dans ces cas-là. Ils perdent de leur efficacité, malheureusement. Ils perdent un peu de leur efficacité quand même, Donc en fait, on est en train de se dire, est-ce que finalement le specimen hunting, c'est une affaire de chance? Est-ce que c'est une affaire de persévérance? Ou est-ce que c'est une affaire de talent? Il y a un peu de tout ça en fait. Combiné. C'est un mélange de tout ça en fait. Parce qu'il faut aussi avoir la chance de tomber sur le poisson que tu cherches, quoi. Et par malchance, tu peux passer à côté à chaque fois. Donc, c'est sûr. Ouais. Ce qui est une part de chance. Il y a une part de chance qui est plus importante qu'on le croit. Hein. Et parfois, on est dans des périodes de chance. Et parfois, on traverse des phases de malchance. Et voilà, c'est comme ça. Mais bon, la chance, ça se provoque. On m'a toujours dit dans la vie. Ça se provoque. Ça existe la chance, mais il faut la provoquer un peu pour qu'elle arrive. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, oui, ça finit toujours par tomber, mais on ne sait pas quand. Ça peut prendre des années où il y en a qui ont de la chance. Je prends un exemple tout bête. Il n'y a pas longtemps, un jeune qui est de mon département, il a 17 ans, il allait pêcher 4 fois le salagou. Et moi, ça fait des années que je pêche le salagou et j'y passe des semaines et des semaines. Et sa 3e ou 4e session, il a fait une 31. Tu vois. Et forcément, et c'est genre, le gamin est un bon pêcheur. Hein. Attention, pour son âge, il pêche. Mais il y a des pêcheurs toute une vie. Regarde Hubert Lachise, il n'a jamais attrapé une 30 kilos. Il y en a plusieurs gars. Patrick Zambo, combien d'années il a fait de pêche, il n'a jamais fait une 30 kilos. Et tu vois, tu as un jeune qui arrive à 17 ans. Qui sait pêcher. C'est des bons pêcheurs. C'est des bons pêcheurs. Et finalement, il y a cette partie de chance qui est là. Et ce qui fait un peu aussi le fait de la pêche de la carpe, qui est passionnant, c'est que à tout moment, ça peut tomber. Quoi. Après, la chance,
elle sourit, elle peut sourire de temps en temps à des gens qui n'étaient pas du tout préparés. Oui. Mais ceux qui Ouais. provoquent la chance, Oui. à un moment donné, si tu veux, quand tu es dans la répétition Ça tombe. d'une quoi, performance, si un gros poisson, si on Ça considère tombe. que le gros poisson est une performance, si vraiment c'est ce que tu recherches, mais il arrive ce poisson. Oui. Et puis après, il arrive encore. Mm. Et il arrive à nouveau. Oui, et ça se encore. répète. Ouais. Et ça se répète. Et finalement, la chance, elle sourit une fois ou deux à des gens qui n'étaient pas préparés, mais ceux qui sont préparés Non, mais, à rencontrer... mais il y a une différence entre être régulier Ouais. dans la capture des gros poissons Ouais. ou alors tomber sur le plus gros poisson de Ouais, l'air. Ouais, quoi. c'est ça. Là, il y a un sacré part de chance quand même. Bien sûr. Donc voilà. Bon, il y a autre chose encore qu'on avait déjà évoqué dans l'interview avant. Ouais. C'est le fait de construire la nuit, de mettre les poissons en conservation la nuit, de ne pas pêcher la nuit et de pêcher que la journée. Et ça, dans beaucoup de plans d'eau, c'est une façon de mieux cibler les gros poissons aussi. Parce qu'elles ont tendance à se nourrir la journée aussi, et ça tombe la journée, quoi. Ouais. Et le fait... Ouais, parce ce qu'en qu'il faut fait, expliquer... les gros poissons sont peu nombreux, mais du coup, elles Explique sont peut-être. très sensibles au stress aussi. Bien sûr. Très sensibles au Explique stress. aussi pourquoi les gros poissons, on les prend potentiellement plus la journée. C'est intéressant ça pour les gens qui nous écoutent. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi on peut les prendre davantage la journée que la nuit. Bah, pour deux raisons. C'est qu'elles se nourrissent autant la nuit, ou souvent même plus la nuit. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout toutes les petites et les moyens, s'alimentent. toute cette masse des carpes qui est active. Et tu vas tomber sur des petites et des carpes de taille moyenne, tu vas mettre du stress. Et puis les grosses vont finir par se barrer et même plus revenir la nuit. Parce qu'une fois qu'elles ont associé le stress, le danger à une zone, bah, elles vont s'éloigner et elles ne reviennent plus. Alors que si tu laisses tout le monde bouffer la nuit, les petites, les moyennes, les grosses, eh ben, la journée, les grosses vont revenir tout simplement parce qu'elles sont plus grandes, elles doivent plus manger, elles sont plus opportunistes. Elle vient picorer un peu, elle retourne. Donc le truc, c'est de bien amorcer le soir et de faire qu'un très léger rappel le matin, quoi. Et tu pêches avec très peu d'amorce la journée. Et puis les grosses qui revisitent la zone, parce qu'elles avaient déjà trouvé les bouillettes la nuit, bah, les quelques bouillettes qui sont disponibles sont ramassées et tu les prends, quoi. Donc ça marche très bien sur beaucoup de plans d'eau. Pas sur tous les plans d'eau, mais sur la majorité des plans d'eau, c'est une très bonne approche pour bien cibler les gros poissons. Donc du coup, tu remets un gros coup d'amorçage à le la soir. nuit. Donc, la tombée de la nuit. Il est quelle heure quand tu ramorces un bon coup Quand la nuit tombe. D'accord. Et puis après, le matin, tu refais un petit rappel. Ouais, soit quand la nuit tombe, ou alors il y a les plans d'eau où je pêche la journée, mais je pêche quand même les 1 ou 2 premières heures après la le coucher du soleil. Ça dépend. Si tu veux, si je fais ma pêche dans la journée, si dans la matinée, dans l'après-midi ou en début de soirée, je fais un ou plusieurs beaux poissons, si ma pêche, je considère que c'est fait, j'arrête. Et au coucher de soleil, je remets de l'amorce et je laisse tranquille. Si on est dans une période un peu plus dure, ça peut arriver que ça va juste mordre à la tombée de la nuit, au coucher de soleil, quoi. Donc je pêche 1 ou 2 heures de plus, essayer de faire quelques poissons et j'arrête après, quoi. J'amorce après et je laisse tranquille toute la nuit, quoi. C'est cohérent. C'est cohérent. Et tu fais un petit rappel le matin, non? Un peu léger. Vraiment pour remettre au cas où s'il n'y a plus rien. Non, pour quand même que les grosses carpes qui revisitent la zone trouvent 2-3 bouillettes quand même. Et comme ça, elles continuent. Parce que si elles font, je sais pas combien de mètres carrés sans trouver de bouillettes, elles abandonnent, elles se barrent, quoi. Il faut qu'elles en trouvent 1 ou 2 quand même, mais sans les gaver, quoi. Est-ce qu'il y a du matériel Est-ce que tu as un matériel spécifique? Non. Non, je pense que tu peux prendre des carpes de 25 ou 30 kilos aussi bien avec un canne de 3 livres et demi qu'avec une canne de 2 livres. Ou avec une canne à 50 euros et une canne à 400 euros. exactement. C'est ça. Après, on se fait plaisir avec des belles cannes et puis des bons moulinets, quoi, parce que on aime ça, quoi. Il y a peut-être le plus important, c'est quand même l'hameçon, je pense. Ouais, c'est la terminaison. Hein. La terminaison, c'est le montage. Bon, le plus important, c'est d'être au bon moment, au bon endroit, avec une bonne approche en termes d'amorçage, et le dernier mètre, quoi. C'est super important. Donc ça, il ne faut absolument pas négliger ce dernier mètre. On connaît des cannes à 400, 1000 ou 50 euros, moulinet HM. Par contre, tout ce qui concerne donc, le dernier mètre, plus la terminaison,
c'est ça où il faut, c'est finalement là où il faut être le plus minutieux. C'est un petit fait. peu... Ouais, là, il faut que ce soit au top. on a un Faut petit rien peu... négliger à ce niveau-là. Là, on a un petit peu dit au niveau du matos, là où il fallait concentrer son argent. Mm. Des appâts, il en faut en quantité suffisante. C'est ça. Et des bons appâts. Ah oui. Le dernier mètre, très important. Mm. Et Donc, finalement, ça, c'est plus important presque Que tout. la canne, Ouais. que le moulinet ou que le détecteur de touche. Ouais, tout le reste. que l'attente, après ça c'est comme Voilà, tu c'est dis ça. Léon, c'est du plaisir personnel Ouais, pour le c'est ça. pêcheur, mais finalement pour attraper des grosses carpes, voilà, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est l'hameçon, le bas de ligne, L'appât, l'appât l'approche et la de stratégie. pêche. Ça c'est le numéro 1. Absolument. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour être, d'après toi, un bon specimen hunter? Ouais. Alors, le specimen hunter, c'est la définition que tu veux, ça soit la définition des années 90 ou la définition d'aujourd'hui. Quelles sont, selon toi, voilà, les qualités pour être un bon specimen hunter? Bah, un bon specimen hunter dans le vrai sens du terme, c'est la confiance en soi-même et la détermination. Être déterminé, quoi. Pas douter surtout, je pense, C'est ça. parce qu'il peut avoir, je pense que Bah, c'est la confiance en soi-même, c'est pas, c'est ne la pas confiance en douter. soi. Ouais. Parce que finalement, tu l'as vécu certainement plus que moi, c'est toute cette longue période où t'as pas de touche, parce que ça peut arriver sur certains plans Ouais. d'eau, et certaines grandes étendues où t'as pas de touche. Si tu commences à douter de toi et de ta stratégie, c'est là où peut-être tu fais des bêtises parce que tu vas changer, alors que c'est peut-être pas finalement ta faute à toi, c'est juste que le poisson est pas en phase alimentaire. Ça dépend de l'analyse que tu fais de la situation. Voilà. Mais il faut quand même avoir confiance dans ce qu'on fait, même si on change au cours Un d'une petit session d'approche. Mais il faut que cette confiance soit là. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que quand on commence à faire n'importe quoi, c'est là que les doutes s'installent. En fait. Ouais. Puis là, tu commences à faire un peu n'importe quoi, tu commences à faire des trucs qui sont pas cohérents, Voilà, et c'est tu ça. loupes tout, en fait. Tu perds ton Voilà. temps après. On On a un petit peu évoqué à travers la réponse précédente la question sur la stratégie des années 90. Ça, je crois que finalement on l'a couvert cette question. La question que j'aimerais te poser, moi, c'est avec l'expérience et les années, est-ce qu'il devient plus facile d'attraper des grosses carpes? Bah, bien sûr. Beaucoup plus facile. Au moins, c'est clair. Voilà. Ben voilà. Et du coup, j'ai envie de te demander un peu pourquoi, même si je pense qu'on va résumer un peu, mais Non mais juste parce que ça vaut le coup de développer un peu. tu as vu beaucoup de choses, je pense, et tu sais ce qui va marcher, donc du coup, on revient au même truc, tu doutes moins de toi. Non, mais pour deux raisons principales, c'est qu'il y a infiniment plus de grosses carpes aujourd'hui que dans le passé. Ouais, aussi, ouais. Et surtout, elles sont devenues très dépendantes de nos appâts. Parce que c'est bien beau de les engraisser, de les gaver avec nos appâts, mais du coup, ça devient des poissons beaucoup plus gros et beaucoup plus obèses. Et après, tu crées un déséquilibre où la nourriture naturelle ne suffit plus. Ouais. Donc, elles deviennent dépendantes de nos appâts. Et ça les rend beaucoup plus faciles, donc elles commettent beaucoup plus d'erreurs. Donc, voilà. Ça, je vais te laisser la poser, celle-là. Sur le soin du poisson, Ouais, la transition, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui est important à nos yeux, qu'on essaie de relayer de plus en plus. dans tous nos podcasts, dans nos écrits, dans le magazine dans nos réseaux Départ, sociaux, dans nos vidéos. partout. Et c'est quelque chose qui nous touche. Enfin, qui nous touche, oui, ça nous a toujours touché. Ça nous mais maintenant, importe. peut-être plus maintenant. Ça nous importe parce que c'est vrai que le soin du poisson, c'est quelque chose auquel nous, on croit vraiment, à tel point qu'on fait des vidéos, et comme le dit Lolo, On en parle. on a un magazine digital qui est sorti, qui a fait la part belle au soin du poisson. Et aussi parce que, moi je veux dire que le constat que je fais au fil des années, c'est que, et c'est l'analyse qu'on fait tous ensemble, toute l'équipe, Nash, Média, c'est que les poissons, forcément, le nombre de carpistes n'a fait que grandir. En France, on a aussi beaucoup de tourisme pêcheurs de tous les pays qui entourent la France. On le sait, la patrie des grandes carpes, c'est la France, donc ça attire inévitablement plein de pêcheurs et c'est normal. Par contre, il est clair que ça a des conséquences sur nos cheptels. Les poissons qu'on connaissait qui étaient immaculés deviennent des poissons avec plein de stigmates, des queues cassées, des écailles manquantes, des blessures ici, des blessures là, des bouches bleues, des bouches parfois même des becs de perroquet, blessées, des becs de perroquet. Et tout ça enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise de voir des poissons abîmés, et à tel point que je fuis ces endroits. Et donc le soin du poisson c'est quelque chose qui est clé, et c'est finalement la partie qu'on va aborder maintenant. C'est clair, et c'est ce qui peut même finalement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça peut enlever de la magie au specimen hunting, parce que finalement attraper une grosse carpe qui est abîmée, avec une queue cassée ou une bouche complètement arrachée... Est-ce que ça vend du rêve, ça?
Bah, forcément, moi, ça me manque pas du rêve, non. Voilà. Est-ce Voilà. que de prendre un Moi, poisson carrément, avec... moi, carrément, je suis malade. Quand je prends Bah un voilà. très gros poisson et puis il manque la moitié de la queue, je suis dégoûté. Bien sûr. Je préfère ne pas le prendre, Exactement. franchement. Elle a beau être grosse. Ouais, franchement. Je pense qu'on est un Ouais, peu ouais. pareil. Moi, c'est plus jeune, t'aurais pas répondu pareil. Mais maintenant, c'est prendre Ouais. un poisson. J'aimerais bien prendre des gros poissons, gros 30, Attends, 35. il faut Si que j'attapais soit- un poisson de ouais, 32, il faut que- 33 kilos avec une queue Voilà. Cassée. arrachée ou carrément un bec de perroquet, Non, laisse tomber. eh ben, je serais pas enthousiaste comme. Du tout. Voilà. T'as pas... Je serais content. T'es même c'est- triste sur le moment de la capture parce que Voilà. tu vas être C'est préoccupé triste pour le par poisson, ça voilà. que par le reste alors que le poisson est gros et beau. C'est ça. Donc le carp care ou le soin du poisson, Ouais, c'est c'est la super partie qu'on important. aborde. c'est Moi, très important. moi, j'ai complètement changé d'habitude au fil des années. Aujourd'hui, Bah, c'est bien, ça me permet une transition sur quels sont les conseils que tu donneras aux novices sur Ou même le au carp panneau. care. en Ou fait, même c'est au des, moins novice, c'est- hein. c'est des choses que j'applique sur moi-même. Hein, Mm. et je conseille à tous les autres de faire pareil. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais question de bon sens. Moi, je mets pratiquement jamais un carpe au sac. Mm. Ni au sling, ni l'un ni l'autre. Quand je prends des carpes après le coucher de soleil, je prends une photo durant la nuit. Tant pis si la photo est de moins belle qualité. Moi, au moins, le poisson, il repart tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est surtout le problème avec les slings, quand on met les carpes dans les slings, le sling, il reste en surface, Mm. et la carpe, elle a tendance à vouloir descendre sur le Ouais. fond. Elle va bouger tout le temps. Elle va essayer de se retourner, je sais pas combien de fois. Et ça va vraiment gravement abîmer son mucus et puis l'extrémité des nageoires. Mm. Et c'est ce qu'on voit. C'est hein, ce les qu'on traces. voit, les nageoires blanches. Ouais, voilà. Aux C'est ça. extrémités. C'est ça. Les C'est slings. l'érosion du fait qu'elle n'arrête pas de bouger. Ouais. Et c'est pas bon. Et puis Sur la queue, mais aussi parfois aussi sur le nez, enfin la tête. Ouais. On le voit sur les Ouais, côtés, des taches sur les comme joues, ça, des ouais, petites taches, ouais, des griffures ouais. blanches. Bon, bah, ça, C'est pas bon parce que ça peut, par la suite, ça peut choper une infection Bien sûr. avec une bactérie. Bien sûr, parce Et que puis, le quand il n'y a plus de mucus qui Exactement. protège, Protection. ça peut être elle mortel. est exposée. hein. Voilà, ou ça peut devenir très moche, quoi. Mm. Bon, moi je vais être vraiment très honnête avec vous. Hein. Je pense que si demain, je prends à 10h le soir, je prends une carpe linéaire ou une fulie de 35 ou 38 kilos, un truc de dingue, quoi, le poisson de ma vie, je pense que je fais une exception, je le mets au sac. Pas au sling, mais au sac. Et je le surveille toute la nuit. Pour avoir une belle photo le lendemain matin, je pense. Mais que dans ce cas-là, je ferai une exception. Tu vois. Sinon, tous les autres poissons, je les remets à l'eau tout de suite. Je prends quelques photos vite fait et hop, ça repart à l'eau. Tu vois, pour moi, l'instant qui compte, c'est la capture, de l'avoir dans mes bras, de l'admirer comme ça, de l'apprécier comme ça, puis de le voir repartir. Et la photo, bon, c'est juste un petit souvenir, quoi. C'est pas super important pour moi, la photo. Puis Donc, tu l'as bien dit, attention aux slings. Les slings sont juste des sacs de rétention. Pour moi, je me sers des slings parfois quand il pleut. Tu sais, il pleut, en plein jour, je T'en prends une inverses, belle carpe, je le mets dedans pendant un quart d'heure, 20 minutes, C'est ça, voilà. le temps que le pluie C'est un s'arrête. sac de Après, je le rétention, sors, c'est pas un voilà, sac je de prends la conservation. photo, puis hop. Pour un quart d'heure, une demi-heure, Oui, max. bien sûr. Très bien. Pour une nuit entière, non. Et le pire, c'est que ceux qui pêchent en hiver, et quand il fait nuit à 5 heures, et qu'à 5h30, ils prennent une carpe, et puis ils le laissent dans le sac jusqu'à 9h le lendemain matin. Faut arrêter les conneries. Et puis ils sont fiers de poster des photos comme ça sur les réseaux sociaux, où ils alignent 5-6 slings comme ça. Les uns à côté des autres, mais quel massacre, quelle débilité. Ça, on a Faut eu arrêter les conneries, quoi. Ça, c'est vraiment condamnable. Ça, Bon, après, on peut pas leur interdire de le faire, Non. ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je trouve que c'est pas normal. le sac, C'est pas il est comme ça interdit qu'on en traite les France, hein. poissons, quoi. C'est pas, Ça, c'est- pour le no-kill, c'est pas ça, quoi. Ouais. Le carpe-care, c'est pas ça, c'est tout le contraire. Ça, on a eu tu vois, on a Ouais. eu dans un épisode précédent de la saison 1, on en a parlé notamment de ça pour la compétition. Ouais. Tu vois, parce qu'en Ouais. compétition, j'y vais de temps en temps voir. Je ne fais pas de compétition personnellement parce que ça m'attire pas, mais je respecte bien entendu tous ceux qui font la compétition. Mais il y a un truc sur lequel j'ai du mal, c'est qu'ils ne font pas du tout attention aux poissons parce qu'ils mettent la performance avant tout. Avant le respect du Et poisson. j'ai vu de mes yeux, je te jure, à chaque année que je vais voir au championnat de France, des poissons qui sont... les mecs font pas attention, ils les Les épuisent, louchent. les louchent, les nageoires complètement, ils les soulèvent, presque ça traîne par terre, tu vois. Parce qu'ils sont, comme tu dis, c'est horrible. ils sont tellement dans la ils compétition. sont dans la compétition, dans la performance. Il faut aller vite. Par Oui, mais définition. faut pas oublier Et qu'on... du c'est- coup, mais faut pas oublier c'est vrai que- qu'il y a il faut, parfois ce traitement, pas tous, mais il y a quand même Mais ce faut- traitement. faut pas oublier ce traitement que qui c'est fait de la au poisson. compétition, certes, mais quand tu fais de la compétition, que ce soit du sport, tu le fais pas avec des êtres vivants.
Oui. Tu vois, tu fais Ouais. avec un ballon. Ouais, avec, exactement. alors que là, c'est une compétition, Ouais. tu joues avec. Enfin, tu es en compétition, certes, Ouais. avec les autres, mais ton résultat à toi, c'est des êtres vivants. Bien sûr. Déjà qu'à la base, voilà, on plante un hameçon dans la bouche d'un poisson pour notre plaisir personnel. Mhm. Si en plus on fait pas très attention, et en fait c'est pas même pas tellement Ouais. ça, c'est que finalement on parlait du cheptel abîmé, Mhm. tu vois, juste avant, et finalement les mecs qui viennent faire les compétitions, c'est sur un plan d'eau qui sont pas tellement chez eux, ils font des kilomètres, ils viennent dans un plan d'eau, mais les locaux après, souvent ils ont les conséquences de ces compétitions sur leur plan d'eau, parce que ils le font pas, je pense, volontairement de faire mal aux poissons. C'est pas leur Non, volonté, je c'est pense juste qu'ils pas. sont tellement dans la compétition que justement ils font pas trop attention à ça. Oui, j'oublie ça, et puis c'est dommage. Et il y a aussi le fait que dans certaines compétitions, les gars, il y a des dizaines et des dizaines de carpes qui sont au sac toute la nuit, quoi. Ouais. Il faudra presque avoir des commissaires Les partout, ouais. qui à chaque fois qu'il y a une capture, qui les Pas pèsent évident. tout de suite. Ouais. Et c'est très En termes compliqué à organiser, d'organisation, c'est très compliqué. Comme tu Maintenant, disais, je vais te dire un truc, parce que pareil, on a des bassines, on a des tapis de réception, des cocoons, machin, on a tout ce qu'il faut pour bien oui, faire attention. manipuler les carpes, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'accidents. Et ça vient du fait que justement qu'on les mette en sac ou sling, donc elles ont le temps de se reposer, de récupérer, puis quand tu les sors, les carpes se mettent à Sois excité. se battre dans tous les sens, quoi. Et puis souvent, c'est dans ces moments-là qu'il y a des blessures, qu'il y a des queues qui cassent, qu'il y a des ouïes qui saignent, voilà quoi. Donc on a des bons outils pour faire attention avec les carpes, mais ils sont mal utilisés, quoi. Ouais. Donc, puis bon, on en revient dommage. de plus en plus que finalement, le meilleur moyen de prendre soin du poisson, c'est pas de le sortir de l'eau, c'est de faire tout dans l'eau. Finalement, il y en a beaucoup qui sortent quand tu peux le faire dans l'eau. Finalement, c'est celui-là, ce qu'on revient à chaque fois, c'est que faire une photo dans l'eau, quand le poisson est fatigué après le combat, il n'y a rien de mieux, parce que finalement, le poisson bouge pas, t'es dans l'eau, si elle tombe dans l'eau. Pour les passionnés de la photo, c'est dans beau. l'eau, c'est ce qu'il y a de plus joli, vraisemblablement. Bien sûr. Et à tel point qu'on le dit à chaque fois. Non, mais après, Du quand coup, quand vraiment tu fais attention, quand tu épuises une carpe, tu déboîtes les bras, Ouais. tu enroules le truc, tu regardes bien que si les nageoires sont bien collées contre le corps, tu le soulèves horizontalement, tu le mets dans un cocoon. Juste après le combat, elle va pas bouger. Non. Là, tu C'est te très mouilles rare. bien, tu prends des photos, une petite vidéo éventuellement, et tu le relâches. Tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas d'accident. C'est quand tu les manipules mal, quoi, quand elles sont pliées en deux, quand tu les soulèves, ou quand tu les laisses trop longtemps au sac ou en sling, c'est là qu'il y a des problèmes, quoi. Mais sinon, en faisant attention, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas d'accident. Un accident ça peut arriver, mais tu réduis quand même considérablement les chances d'avoir un accident. Parce que parfois l'accident, il est lié aussi parce que tu es sur la terre ferme. Ouais. Lorsque tu restes dans l'eau, il n'y a pas meilleur support pour le poisson que l'eau. Je vois pas ce qui peut arriver si elle tombe dans l'eau, quoi. Et donc Non, c'est vrai que c'est faire l'eau. dans l'eau, c'est des belles photos en général, et puis c'est Puis parfait elle, pour le elle poisson. tombe dans son élément, quoi. Il n'y a Ouais, pas de perte de ouais. mucus, si elle tombe, elle t'échappe, elle tombe dans l'eau, Oui. ça change. Après, pour moi, je m'organise toujours de façon à ce que, en principe, à certains endroits d'ailleurs, où je pêche sur des digues, où il y a des grandes pierres, tu sais. Là, je ne m'aventure pas à grimper avec un carpe dans un filet. Je fais tout en bas. Bon, là, je prends le tapis flottant. Donc, tout se passe dans l'eau. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, à d'autres endroits, je mets toujours le cradle très près de l'eau. Ou quand je pêche sur les réservoirs avec mon pote Christophe, où on a des cannes quand même très espacées. Dès qu'il y a un qui a un touche, il vient avec le cocoon, bien sûr. et ça se passe vraiment au bord de l'eau, en touchant l'eau, quoi. Là, tu prends pas de risque. Finalement, on est en train de se dire que c'est du bon sens, quoi. Ouais, une question de bon sens. C'est même pas... Voilà, c'est juste du bon sens. Il y a un produit que tu devrais utiliser de chez nous, c'est le Retainer Sling. C'est une innovation chez nous qui est avec un pattern, qui est passé un peu inaperçu sur le marché, mais je trouve que c'est une de nos plus belles innovations. Parce que en fait, elle te permet, je sais pas si tu vois, c'est un tapis, enfin c'est un sling, mais c'est un sling en fait qui te permet avec deux systèmes de, comment on peut dire, d'attache, avec deux attaches, de créer un rectangle, et ce qui te permet en fait d'avoir comme une cage flottante, et tu tiens ton poisson au-dessus de cette cage. Quand il s'excite le poisson, eh bien éventuellement il tombe dans l'eau, dans la cage flottante. Et tu perds pas le poisson. Et tu perds pas le poisson. Et ça te permet de sécuriser tes photos dans l'eau, en toute sécurité.
Ouais, moi, depuis que j'ai ça, quasiment, moi, je trouve que c'est... Ouais, Franchement, mais ça c'est bien à ça, des c'est un super endroits où produit. avec les wireless ou avec des kissards tu peux entrer dans l'eau. Oui, oui. Il y a des endroits où tu peux pas. Ah Parce que là, soit c'est clairement. trop dangereux, Oui, le bien fond sûr, est trop tout à fait. accidenté, Si ou c'est trop profond. pentu, ou bien Donc, sûr, bien sûr. donc tu peux pas Là, c'est partout. plus pour des fonds... Comme ici, qu'on Mm. peut avoir des... Oui, où bah, t'as- là, c'est où facile, Où ouais, t'as ouais, facilement de l'eau Mm. au niveau des fesses ou de la Ouais, taille. bien sûr. quoi, voilà. Ouais. Donc voilà, c'était un peu les conseils, comment tu voyais, c'était plus du bon sens en fait qu'on avait C'est ça, hein. au niveau du carp care. C'est pareil, par exemple, dans les, je me sers des cradles aussi. Hein. Mhm. Mais moi, je mets toujours un tapis supplémentaire dans le cradle. Quoi. Ouais, que pour que ce soit plus mou, parce que finalement Ouais, le cradle, parce qu'en fait, quand tu mets une grosse carpe dans une cradle, ah bah c'est là, toile bah, tendue. c'est tendu. C'est une tendu toile hein. tendue. Et quand elle tape avec la queue, c'est comme sur un planche en bois. Hein. Ouais, bien sûr. Donc je mets quand même un tapis dedans pour amortir. Ouais. Quoi. Un tapis épais avec de la mousse. C'est ce qu'il faut. Ça de toute protège façon. bien le poisson. Est-ce qu'il y a toujours... Est-ce qu'il y a un... Ouais, c'est parenthèse carp care un peu fermée. Ouais, Et ça, c'est plus la conclusion La conclusion. de ce qu'on va dire là. Est-ce qu'il y a toujours finalement une grande carpe qui te fait rêver? Dans le coin de ta tête, est-ce que tu as toujours un poisson qui te fait rêver? Non, pas un poisson en particulier, non. non? Non, j'espère encore, dans ce qui me reste à vivre, encore tomber sur quelques magnifiques, très grosses carpes. Oui, on verra bien. Est-ce que t'as dans ton esprit, t'aimerais, je sais pas, prendre une carte de, je sais pas, 35, 38, 40? Est-ce que... Ou une foulie de Une 26, foulie, là, tu parlais d'une foulie Ah, de j'aimerais 30 bien que ça arrive. quelques kilos. Mais si ça n'arrive pas, je serai quand même un homme heureux, quoi. Ouais. Tu vois. Mais je vais peut-être, à un moment donné, je pêcherai dans des endroits où il y a peut-être des poissons comme ça. Et si je pêche bien, j'ai des chances de tomber dessus. De tomber dessus, Et ouais. dans ce cas-là, j'espère tomber dessus, bien sûr. Et ça me fera très, très plaisir. Mm. Mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Ouais, c'est pas quelque chose que tu t'es fixé comme objectif Non. plus tard. Non. Si ça arrive, Si ça arrivera. tombe, t'es content. Ouais, quoi. et puis ça va. Mais c'est bien de un jour, l'envisager quoi. comme ça, parce que comme c'est quelque chose qui appartient un peu à la chance, quand même, de tomber Ouais, sur ouais, ce ouais. type de capture-là, Mm. un peu des poissons extraordinaires comme Ouais. ça, bah finalement, c'est bien de le prendre avec cette philosophie-là, quoi. Oui. Pour pas être Donc, frustré. est-ce quoi. que tu choisis tes lieux finalement en fonction de ça maintenant? Ou dans le Non, futur, est-ce que non, tu non, vas à choisir partir tes du lieux moment où un plan d'eau m'intéresse pour des raisons qui te différentes, sont, hein, et qu'il y a des belles carpes à prendre qui font entre 20 et 30 kilos, ça me va quoi. Mm. Si y a un 35 kilos aussi, bon, encore mieux, mais Ouais. c'est pas ça qui va me faire dire oui, je vais le pêcher ou ne pas pêcher ce plan d'eau là, quoi. Tu vois, du moment où il y a une série de belles carpes entre 20 et 30 kilos à prendre, et que je sais qu'en m'appliquant, j'ai toutes mes chances de les faire, ça m'intéresse, quoi. Mm. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Ouais. Après, bon, si c'est plus gros, tant mieux. Mm. Sinon, tant pis. C'est pas une obsession pour moi. Ouais. Ouais. Et maintenant, t'as pas tellement en fait, bon, d'après ce qu'on comprend finalement, puis dans l'épisode précédent, enfin l'épisode qu'on avait fait avec toi, tu disais que tu rêves plus tellement, t'es plus quelqu'un de réaliste dans le réalisme. Donc même si j'ai une question pour toi qui te demande quelle destination de rêve tu aimerais pêcher maintenant. On a compris que t'as pêché beaucoup d'endroits. Donc est-ce Ouais, qu'il j'ai en reste? j'ai vu tellement d'endroits magnifiques. Donc à ce niveau-là, je dis pas que j'ai fait le tour complet, mais j'ai vu tellement de choses que pour trouver quelque chose qui me fait vraiment rêver encore aujourd'hui, c'est difficile. J'ai pas de destination en tête. Par contre, comme j'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui a, quand je pêche, j'ai beaucoup d'espoir toujours. D'autant plus que j'ai très confiance dans ce que je fais. Mm. Et ça amplifie l'espoir encore. D'accord. Tu vois, et puis l'espoir me fait vivre et vibrer aussi. Donc c'est une façon de rêver aussi, mais tout en restant connecté à la réalité, quoi. Mm. Donc, Ouais, une belle- Ouais, c'était une belle Belle phrase. conclusion. Mais du coup, qu'est-ce que tu as eu un lieu qui t'avait marqué, ou est-ce que tu as un lieu vraiment qui était au-dessus des autres, qui t'a marqué plus que les autres, du coup, vu qu'il n'y en a pas qui te font rêver, est-ce qu'il y a un lieu qui t'a fait rêver et que tu as eu la chance de pêcher? Ouais, bah pour moi, je pourrais jamais le remplacer, c'était Orient 93-94, quoi. Ouais. Pour moi, c'était vraiment le sommet, pour moi. Hein. Mm. C'est- Donc c'était Orient avec Et les poissons ça, d'Orient. je l'ai c'est ça. vécu, ça m'appartient, et puis voilà. Depuis ça, alors on arrive à comprendre que depuis ça, il y a plus. T'as atteint ton ultime, pas rêve, mais c'était peut-être le pic pas de ta carrière de pêcheur, parce que ça. a Oui, duré parce très que longtemps. même si demain je fais une carte de 35 kilos, hein, donc plus lourde que Bulldozer, je serai super content, je serai sûrement euphorique une journée, quoi. Mais ça Mais ça n'aura pas le même impact sur moi que la capture de Bulldozer dans ce Oh, contexte-là, ouais. quoi, tu vois.
Non, mais par contre, je suis sûr que j'ai toujours autant envie d'aller à la pêche. Et je prends énormément de plaisir, quoi. C'est ça le plus important. C'est une belle conclusion, ça, le C'est ça plaisir. le plus important. Écoute, tu peux pas on peut dire pas faire mieux là. que ça. Parce que finalement, on est passé sur tout ce qu'on avait à dire au niveau des poissons, tout le specimen hunting, ce qu'il fallait, tout ça. Et tu finis par finalement tout ce qui nous anime, prendre du plaisir à la C'est pêche. Je crois que c'est une source de motivation pour tous les pêcheurs de carpe. Oui. Donc on se ressemble en tout cas. Puis On c'est n'est le peut-être but. pas tous les specimen hunters, on n'est peut-être pas tous, pour même ceux qui se définissent comme specimen hunters, les mêmes specimen hunters. Mais au moins, s'il y a quelque chose qui nous réunit tous, C'est qu'on veut du plaisir. bah c'est le plaisir. Bah ouais. Ouais. Et c'est ce qu'on aime. Très important. Mhm. Il ne faut pas le perdre de vue. Parce qu'il y en a qui empoisonnent l'esprit dans le specimen hunting. Hein. Parce qu'ils se fixent tellement ça comme objectif, et puis s'ils n'arrivent pas, Ça les détruit presque. Hein. ça les détruit en fait. Hein. C'est des grandes déceptions après. Et ça, c'est pas le but, quoi. Et oui. Non. Le plaisir. Bah écoute, on peut fermer cette parenthèse et on a une rubrique qui est juste là, que Léon, tu vas apprendre à connaître au fil de nos échanges avec Jocelyn. Tu verras que on prend les commentaires négatifs de nos réseaux sociaux ou de nos vidéos. Et positif aussi, quelques-uns. Positifs quelques-uns pour que ça nous égaye un peu. Mais non, je trouve ça. Mais effectivement, on sélectionne quelques commentaires piquants de nos amis sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et on les lit et on essaie d'y répondre. On va finir sur un truc qui nous plaît tout particulièrement avec Jocelyn. Oui, je peux vous dire qu'il y a des commentaires qui sont plutôt piquants. Ouais. Donc là, on va commencer par un négatif. Alors celui-ci s'adresse Ouais, un peu à toi. il s'adresse à moi. Est-ce que je lis celui qui Bah, s'adresse à écoute, toi et on fait inversement? Ouais, et voilà. Et bah voilà. Alors Philippe Royer, merci pour ton commentaire sur Facebook. Donc cette vidéo auquel il fait référence, c'est une vidéo où Lorient monte un hide, qui est un abri nage, et il le monte en 40 secondes. L'idée de cette vidéo, c'était simplement de montrer que cet abri se montait rapidement. Et donc Philippe écrit Je te laisse lire. non, il n'est pas monté. Il manque le tapis, les sardines, la surtoile, la chambre, 3 petits points, et l'emplacement n'est même pas réfléchi. Et en plus, je dis archi nul comme pub, car tout complet, ça vaut quand même très très cher, comme tout ce qui est de nage. Donc qu'est-ce que tu réponds à ça, Lorient? Parce qu'en plus, c'est toi qui a fait cette jolie vidéo. Je remets mon bonnet. Attention, ça décoiffe. Ouais, ça décoiffe. Philippe, qu'est-ce que je peux te dire? Alors, le concept déjà de cette petite vidéo, parce qu'on l'a fait pour montrer en fait... Ça se monte vite. Voilà, c'était pas forcément pour montrer. D'ailleurs, on dit pas que voilà, c'est l'abri prêt à pêcher comme ça. Il se monte vite. Voilà, c'est pour montrer que ça monte en moins de 40 secondes. Deuxièmement, un hide, si tu n'as pas compris le concept, c'est pas comme un titan. Donc, c'est même ça le terme titan. C'est pas comme un titan avec une chambre. Déjà, il n'y a pas de chambre. Là, il n'y a pas de surtoile, même si on en fait en option, parce que vous avez demandé les surtoiles pour le hide. Mais le concept d'un hide, c'est ce qui remplace un parapluie tente de l'époque. Donc il fallait que ça soit léger et très rapide à monter. Les parapluies existaient, étaient très populaires avant, beaucoup moins aujourd'hui pour sans doute plein de bonnes raisons. Parce qu'ils sont moins solides, mais maintenant c'est et justement l'avantage. Le hide, son objectif, c'est de remplacer justement le Broly. Le Broly, exactement, que Léon, tu as dû connaître avant, le Broly qui était... oui, j'avais la toute première parapluie tente dans laquelle on mettait un Becher La Fuma qui était trop petite pour moi. Mais il n'y avait que ça qui tenait dedans. Et après, les modèles ovales qui étaient un peu plus grands, et puis on pouvait mettre le premier vrai Becher. Justement, Philippe, c'était le but d'un hide, c'est évidemment de ne pas avoir de surtoile dessus, de ne pas avoir de tapis de sol, de ne pas avoir de chambre, parce qu'il n'y en a pas, et oui, d'avoir des sardines. Donc pour te dire, on en met 3, généralement 2 devant, 1 derrière, quand il n'y a pas beaucoup de vent. Ouais. Et évidemment, c'est pas installé en 40 secondes, mais si on le met en total comme ça, comme je suis en train de dire, en 1 minute 15, le hide est monté, prêt à pêcher avec ton Becher dedans. Et il insiste, je finis quand même, parce que... Ah oui, il y a le deuxième terme, oui, bien sûr. C'était archi nul comme pub, donc ça, retiens ça quand même. Ouais, bon, ok, je le ferai plus. Et que c'est très très cher comme tous les produits nage. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bah finalement, chez Nage, c'est donné pour tous les budgets. Et finalement, le hide... Oui, c'est sûr que si tu le prends tout équipé avec la surtoile, le tapis de sol, la façade... Mais il est plus cher que s'il était nu. Exactement, parce que c'est pas le concept, mais finalement il revient au même prix qu'un bivy complet, vu que c'est un bivy complet. Donc tout est cher, non,
Il y en a pour toutes les bourses et pour ceux qui en ont besoin. Bon, par exemple, j'ai pas besoin de tapis de sol, donc avec un hide, j'ai pas de tapis de sol, donc forcément le hide me revient moins cher que si je prenais un billet complet. Voilà. Très bien répondu. C'est pour moi, c'est pour toi maintenant. Ah, Je sais qu'avec tes amis les hameçons, les clos, je sais que tu adores les clos. c'est mes hameçons préférés, ouais. Exactement. Et c'est Octave et Gibel, qui te posent une question sur le Roniclo. Enfin, c'est pas sur toi, je crois, en personnel, mais c'est toi qui vas y répondre. Le clos a une forme incroyable, mais est une pure daube. Une pure daube, pardon. Donc il se contredit un peu, et donc il dit que c'est une forme incroyable, mais c'est une daube. Ouais. Un fiche et plus de piquant, le moindre lancé et la pointe est pliée. Merci de cette question, Octave R. Gebel. Et cette question nous a été posée sur Facebook. Et à travers une vidéo C'est qui a pas une été question, faite c'est sur plus le un commentaire. Roniclo. Roniclo. Donc c'est une vidéo, je sais C'est pas un qui avait Ronirig fait avec cette un vidéo. clos, je crois que c'est Peut-être Roniclo, c'était Thibaut ou Mamat, un des deux. Thibaut ou Mamat. Mm. Bon. Alors oui, le clos il a une forme, c'est vrai qu'elle est incroyable, et sa forme particulière, donc je te rejoins un peu Octave là-dessus, parce que sa forme en fait, alors c'est une pointe 30-30, moi j'aime beaucoup les pointes 30-30, mais sa forme incroyable permet d'aller emprisonner plus de chair, et c'est tout l'enjeu en fait de Mark Woossen qui a été à l'origine du développement de ces hameçons, qui a travaillé très longtemps dans le domaine des hameçons. Il y avait une société qui était spécialisée dans Pinpoint, en fait, qu'on a racheté, qui était spécialisée dans l'affûtage d'hameçons pour des pêcheurs dans toute l'Europe. Bien, lui, en fait, sa conviction première, c'était un hameçon, pour qu'il tienne bien, il faut qu'il aille emprisonner le plus de chair possible, donc ça c'est logique. Et c'est ce qui a donné naissance à la forme du clos. Une pure daube, écoute, moi, en tout cas, t'as le droit de considérer... Octave, que c'est une pure daube. Juste coupe, parce qu'après il rajoute, ça fait, j'avais pas oublié, ça fait cher pour de la grosse merde, et les gammes d'hameçons Carpelin sont tellement au-dessus. D'accord. Donc je te remets il y a encore dans plus. Le contexte. Ah ouais, j'avais pas vu tout le reste derrière. Donc un fiche et plus de piquant, le moindre lancé, la pointe est pliée. Donc là, ce qu'il nous reproche, c'est d'avoir une pointe qui s'abîme en fait. Donc je dirais que Octave, comme dans tout domaine, dès que tu arrives à... Et c'est vrai pour les hameçons, plus ton hameçon est piquant, plus il n'y a pas de magie en fait. Si cet hameçon il est si piquant, parce que le clos c'est un hameçon qui est extrêmement piquant, c'est qu'il est aussi plus fragile. Ouais. Et donc malheureusement il n'y a pas de compromis qui permettrait d'avoir un hameçon digne d'une aiguille, puisque c'est une aiguille le clos, et en même temps d'une résistance qui serait celle d'un hameçon beaucoup plus fort de fer. Et donc malheureusement on est dans le monde du compromis. Écoute Octave, moi je t'invite vraiment à pêcher avec, parce que de toute évidence tu dois pas bien le connaître l'hameçon. Moi je pêche à longueur d'année avec, toi aussi ah oui, moi c'est l'hameçon que j'utilise souvent. Et je veux dire que le moindre lancer, la pointe est pliée, je suis pas d'accord avec ça. On a affaire à des hameçons de haute précision, très pointus, et forcément, quand tu pêches comme on pêche aujourd'hui, où on a une exigence extrêmement forte, moi plus particulièrement j'ai une exigence extrêmement forte, c'est la même chose pour toi, avec le piquant. Pour moi je tolère pas un hameçon qui pique pas. Si l'hameçon il pique pas comme à l'état neuf, c'est poubelle direct, ou je l'affûte. Affûté. On a ce qu'il faut dans nos gammes pour tout affûter. Et donc c'est une conception de pêche en fait. Je pêche plus comme il y a 20 ans, où je me permettais de pêcher, à l'époque je pêchais avec des SSBP de chez Fox, parce que j'étais en partenariat avec eux, et on s'autorisait beaucoup plus de... À l'époque, on n'avait pas cette obsession de l'hameçon qu'on a, et en plus particulièrement chez Nash, on a une obsession des hameçons depuis plus de 10 ans maintenant. Et là-dessus, on a été clairement en avance sur notre temps, je trouve, sur le piquant des hameçons. Mais le piquant des hameçons, quand on sait à quel point la pointe d'un hameçon, c'est important, et que l'hameçon, le rôle qu'il joue dans un montage, on peut pas lésiner là-dessus, donc il n'y a pas de compromis. Il faut qu'il s'applique. Et donc forcément, c'est un peu plus fragile. C'est ce que disait Léon tout à l'heure, et c'est ce qu'on disait, on était tous on a tous affirmé cela, c'est que les cannes, Octave, tu peux avoir des cannes à 500 €, si tu as un hameçon qui pique pas, mon gars. Bien sûr, de concession, gérer concession. Voilà, si tu peux éviter de faire des... C'est un conseil qu'on te donne, après tu fais ce que tu veux finalement, mais si tu peux mettre au maximum un hameçon qui pique, voilà. Bien sûr. C'est ce qu'on peut te donner. Ouais. Bon voilà, après il continue. Bon, je suis pas si utile de continuer sur ces phrases, mais voilà, je pense qu'on n'est pas d'accord tous les deux, et de ceux qui utilisent le plus les clos, je pense qu'on est mieux situé que toi pour en parler, parce qu'on les utilise toute l'année, à toute période de l'année, et on les utilise, on est plusieurs
entre l'équipe France et l'équipe Europe, on est plusieurs centaines de pêcheurs. Hein. Ah oui, oui. Et je crois qu'on a un retour d'expérience sur ces hameçons qui est fort. Et on dirait pas que c'est de la qualité si ça n'en était pas. Ouais. Et c'est de la qualité. C'est à toi de m'appeler, ça là. Ah, alors, C'est pas facile à prononcer. Verchav Arnaud qui nous dit sur Facebook. sur Hook une vidéo de Doctor. Hook Doctor, ouais. Donc le Hook Doctor, pour information, c'est un petit appareil électrique Avec une qui pierre permet de partout, ouais. déguiser, avec une pierre, qui permet d'aiguiser en Ouais, fait je connais. son hameçon. Donc Arnaud nous dit, ça devient complètement débile des fois à nage. Faut arrêter, ton hameçon pique plus, tu le changes. Point barre. 3 points d'exclamation. 3 points d'exclamation. Ouais, Donc, c'est point barre en avec gros, 4 points d'exclamation. En gros, ton hameçon, s'il pique pas, tu le jettes et puis c'est tout. Voilà ce qu'il dit. Arnaud. Donc pour lui, c'est de la foutaise, le Hook Ouais, Doctor. Arnaud, C'est un alors, gadget. à une période, j'aurais peut-être été un peu d'accord avec toi, finalement. Ouais. Mais j'ai appris et on m'a appris, en fait, J'ai appris aussi. à utiliser À l'utiliser. cet outil et qui finalement m'accompagne maintenant partout parce que déjà d'une, les hameçons nage sont déjà très très aiguisés, très pointus, mais je les trouve, je suis arrivé à tellement à un point d'obsession de la pointe des hameçons que déjà tu les aiguises. j'affûte en plus les hameçons qui sont déjà très pointus pour que ça devienne véritablement des aiguilles, vraiment. Alors c'est peut-être des fois abusé, mais c'est une obsession honnêtement. Et finalement avec ce Hook Doctor, c'est possible. Donc tu Oui. rends des hameçons déjà piquants, encore plus piquants. Encore plus piquant. Voilà, dans certaines situations, parce que c'est sûr qu'en barrage, sur des cailloux et tout, tu vas pas raffûter ton hameçon, ça sert Non. à rien. Parce que ça, Mais sur la pêche hivernale, où les Voilà, poissons comme aussi. s'alimentent comme là, au moment où on sur, se parle, sur des réservoirs avec des fonds assez meubles, ou voilà, c'est t'as tout vraiment- intérêt à le faire. voilà. Et puis après, tu dis, il faut arrêter, ton hameçon ne pique plus, tu le changes, point barre. Je suis pas tellement d'accord avec ça, parce qu'un hameçon, certes, une pointe retournée, c'est différent, mais un hameçon qui est un peu émoussé, c'est pas un hameçon qui est mort, alors d'autant plus que... Donc c'est certes, dommage de le jeter, quoi. voilà, donc tu peux le récupérer, et en plus en faire devenir un hameçon piquant. Tu peux le rattraper une fois. Tu peux le rattraper une fois, Mm. certes. Donc, mais ça te fait quand même, tu Ça jettes te pas fait- de suite. Et pour les Ça gens permet de qui ont... prolonger sa vie, quoi. Voilà, ça prolonge la vie des hameçons. Ouais. Donc finalement, avec 10 hameçons, tu peux en avoir 20. Une pochette de 10, tu peux Ouais, en avoir 20. théoriquement, ouais. Et du coup, ça permet de moins consommer d'hameçons quand même. C'est Parce ça. que finalement, le Hook Doctor, tu l'achètes une fois. Parce que souvent, on a des questions. Oui, mais la pierre, est-ce qu'on peut la changer? Avant d'user la pierre du Hook Ouais. Doctor, il va falloir refuter de l'hameçon. Et les ces gars. questions-là, je savais pas. Ouais, Ok. plusieurs. Donc, il va falloir. Je pense que le Hook Doctor sera mort avant la pierre. Ah bah oui, Voilà, oui, donc oui. voilà, c'est ton point de vue en termes de tu changes l'hameçon directement. Moi, je préfère réaffûter mon hameçon pour lui donner une durée de vie supplémentaire. Alors, c'est comme dit Léon, tu peux pas le réaffûter 4 fois, c'est pas possible. Non. Mais tu le sors de l'eau, il est un peu émoussé, tu le réaffûtes, il repart. Voilà. Après, il faut savoir le faire, c'est sûr. Voilà, Ça s'apprend. ça prend. Je crois qu'on a des vidéos tutoriels là-dessus. non Vidéo Ou on tutoriel, l'apprend et c'est vraiment quelque chose que depuis qu'on m'a appris à utiliser, c'est quelque chose. Et pourtant, je suis comme toi, Arnaud, j'y croyais pas du tout au début. Quand on m'a dit Hook Doctor, j'ai dit ouais, c'est vraiment C'est un gadget, une quoi. connerie, quoi, tu vois, et c'est bon. Et en fait, non, honnêtement. Un petit dernier, Matroni, sur la vidéo de YouTube, et c'est sur le lac d'ailleurs d'Oriana. Honnêtement, c'est une des vidéos que j'ai le moins kiffé sur la chaîne. Pourtant, jusqu'à maintenant, le contenu de la chaîne me plaisait. Mm. Et j'adore la marque Nash. Après, c'était mon avis. J'espère vous revoir très vite, la team Nash, pour d'autres vidéos. Bon, c'est un commentaire négatif tout en C'est étant négatif, mais sympa, quoi. Il a juste Après, moins aimé, il a le droit. hein. c'est son ressenti personnel. Donc on le dira à Thierry, ça c'est pour Thierry, parce que c'est Thierry qui a monté la vidéo, Voilà. qui a mal bossé. Alors, est-ce que c'est le montage vidéo qui n'a pas Matroni plu? n'a pas apprécié ton montage, là. Est-ce que c'est le Quelque montage chose. Alors, C'est attends. l'histoire. Est-ce que c'est le montage vidéo qui n'a pas plu ou c'est les acteurs? C'est d'accord, Ouais. faut le dire. Si c'est les acteurs, on est dans la merde. Non, mais il n'explique rien. Donc Non. son commentaire n'a aucun sens, quoi. Il a juste dit qu'il aimait moins. On aurait Ah aimé oui. savoir pourquoi. Bah oui. Comme ça, on aurait Ah, peut-être bien pu sûr, vous voulez répondre savoir, moi, à toi, Matroni. Mais du coup, on peut pas t'aider. Alors, désolé que ça t'ait pas plu, mais les prochains peut-être. on Écoute, le fera. espérons. Voilà. Tu sais quoi? Je prends le pari que les prochaines vidéos, les longs formats qu'on va sortir, ça va te plaire. Voilà. Blind Water, allez, le dernier, Fishing at Nash, Johan. Donc c'est sur une vidéo qu'a fait Johan Javerliac sur YouTube. Encore une fois, avec Benoît. Et finalement, c'est Ah bah pas là, c'est Benoît, Benoît, c'est il a pas de chance. Bon Benoît, c'est pour toi, parce que c'est toi qui as fait le montage. Les locaux Rappel vont à sûrement l'ordre. apprécier Rappel cet écart à de l'ordre. courtoisie, votre éthique et une certaine gloriole. Donc tu veux répondre Lolo sur... Bon, non, je vais te laisser sur celui-là. Donc Johan, là, on se retrouve sur un lac de barrage. Un joli lac de barrage comme il en existe des centaines en France. Tu dois faire les 500 bons hectares, je pense. Enfin, je l'ai eu pêché. Je le connais pas. J'ai fait un beau poisson, mais j'ai déjà oublié. Mais ouais, c'est une belle pièce d'eau.
C'est un lac de barrage comme il en existe plein, encaissé, avec des fonds cailloux plutôt granitiques, entourés de pins. Bon voilà, c'est un super lac. Bah, est-ce que les locaux vont apprécier cette vidéo? J'ai envie de dire que si tu le remarques, Blind Water, puisque c'est ton nom, on révèle pas le nom des lacs volontairement et de ça depuis longtemps. Ni la localisation. Ni la localisation pour éviter de créer trop d'attention, de cristalliser l'attention des gens sur la destination. Donc il faut savoir que Johan pêche le lac depuis plus de peut-être 15 ans. Donc je pense qu'il est même devenu local lui aussi à sa façon. Même s'il n'habite pas à 3 km du lac, il y allait très souvent et d'ailleurs il est bien connu là-bas comme quelqu'un qui le pêche régulièrement. Donc la courtoisie et l'éthique, de toute façon la courtoisie et l'éthique c'est chacun sa définition, mais je pense que en révélant pas le nom, je pense qu'on est plutôt courtois et qu'on respecte finalement les pêcheurs locaux. Et la gloriole, écoute, quand on fait de la vidéo, nécessairement on s'expose, donc Johan dans ce jeu-là, sans vouloir le défendre, parce qu'il faudrait qu'il soit là pour répondre à cette question, ce serait le mieux. Quand tu joues le jeu de faire une vidéo, tu t'exposes. Et donc, t'exposer, c'est aussi du partage. C'est pas simplement qu'une gloriole, bien sûr. Il y a peut-être une part de ça. De satisfaction. Une part de satisfaction, ouais. Peut-être que Johan y répond, peut-être qu'il recherche quelque chose à faire. Comme quand tu fais des photos, comme quand tu fais des films, quand tu fais peut-être des livres. À ce moment-là, la gloriole, tu la mets à tout. Tu la mets aux livres, tu la mets aux photos. Dès l'instant où tu te médiatises, où tu t'exposes, finalement, t'es un peu dans la gloriole, quoi. Parce que gloriole, c'est pas très joli. Non, c'est assez moche, mais bon. Voilà pour cette dernière question. Après, il y a les questions positives. On va s'en lire. Allez, quand même, peut-être un. Allez, on va en conclure une que je te lirai. On va en faire juste une en positif pour réchauffer le cœur de notre Thierry National, quand même, qui a pris un sacré coup de bambou après le commentaire de Matroni. Voilà, donc Julien Révenchon qui nous dit Oriana, franchement une super vidéo, un lieu immense, je vous tire mon chapeau pour votre mental à tous, les heures de Zodiac sont folles, hâte de voir la prochaine vidéo, l'équipe Nash. Merci beaucoup Julien, ça fait chaud au cœur d'entendre ce type de commentaires. Thierry le voit pas, mais il a entendu les yeux qui brillent. Plusieurs semaines de montage vidéo sur ce long format d'1h20. Exactement, 1h25 je crois. 1h25. Là je peux te dire Léon, je sais pas si tu l'as vu, jette-y un œil si t'as 1h25 à tuer. Je vais pas te dire à perdre parce que c'est pas perdu. Non, c'est pas perdu, mais à tuer entre l'apéro et ou le soir à 20h. Jette un œil, tu vois, c'est un très bon film. Si un petit verre de whisky, tu vas passer un bon moment. Avec les cacahuètes pour accompagner tout ça. Je vois Thierry de mon œil gauche, là, il a une larmichette, tu lui as fait plaisir. Honnêtement, tu lui as fait plaisir. Et dernier petit commentaire qui fait plaisir et qui finalement va conclure ce podcast. Parce que je trouve qu'il était plutôt sympa, c'est Benoît Toureille sur Facebook, pour remettre le contexte, en fait c'était une photo de Quentin Sisla qui était sur le Rhône et qui se cassait les dents en fait un peu sur le Rhône, qui apprend en fait parce qu'il est novice sur le fleuve, mais c'est quelqu'un qui a de la négation, il a vraiment envie d'attraper un gros poisson. Le Rhône c'est pas simple. C'est pas simple, voilà, d'attraper un beau poisson sur le Rhône. Et du coup je mettais une légende comme quoi il était en recherche du Graal. Et Benoît donc Toureille qui dit le Graal se trouve quand il ne se cherche pas à méditer. Superbe. Donc est-ce que c'est vrai, Léon? C'est le mot de la fin. Ou est-ce que ça se cherche un peu le Graal quand même? Attends, faut que je comprenne cette phrase. Le Graal se trouve quand il ne se cherche pas généralement. À méditer. Ouais, justement, je dirais la même chose, à méditer. Ouais. Vous avez 4 heures, mais nous on les a pas là. Ouais. Merci Léon pour le temps partagé pour ce podcast. Merci à vous, j'ai passé un très bon moment. C'est toujours un bonheur de parler pêche. Quoi. On est tous des passionnés et ça fait plaisir de pouvoir. J'ai passé un super moment et comme avec John, je prends je prends l'histoire en fait de la pêche de la carpe et du coup ça réveille encore plus ma passion pour que j'essaie parce que j'ai toute l'histoire de la pêche qui est derrière moi, que j'ai jamais connu, que là j'apprends à connaître à travers vous, et du coup c'est génial quoi. C'est juste génial. Voilà. C'est enrichissant quoi. Ah ouais, c'est enrichissant. Si t'es passionné, t'as envie de savoir d'où ça vient tout ça. Et voilà, moi j'en apprends maintenant de plus en plus, donc je suis heureux. Voilà, merci Léon. Merci Léon, et peut-être à bientôt. À bientôt. À très bientôt, c'est sûr. Ciao. Ciao. Bye.